Merci de nous retrouver pour Allociné, l'émission. Chaque dernier mardi de la semaine, on débriefe le cinéma et les séries, et surtout les séries. Cette semaine, ce sera une spéciale série, puisque comme on vous l'a promis, on va débriefer The Witcher, on va débriefer le Dracula de Netflix, on va parler de toutes les séries qu'on attend pour 2020, toutes les nouvelles séries. Et c'est pour ça qu'il y a des nouveaux visages en plateau. Il y a des visages connus, évidemment. Maximilien, Manon, Corentin, Menro et Manon. J'ai jamais mangé non, Mégane. Voilà, je suis déjà fatigué. Et Manon et Jean-Maxime qui nous ont rejoints. Manon qui est journaliste pour Move et Jean-Maxime Renaud qui est l'un de nos spécialistes séries à la rédaction d'Allociné. Et si vous écoutez nos podcasts, vous connaissez forcément sa voix. Petit test de voix. Merci de m'accueillir. Voilà. Et là vous vous dites ah ouais c'est lui dingue. Donc voilà, on va beaucoup parler séries. Juste avant, je voulais juste revenir parce que j'ai vu sur le replay YouTube de la dernière émission, on a fait une vanne sur Paul Thomas Anderson. Oui, la semaine dernière, et les gens n'ont pas compris. Degré, effectivement. Ils ont dit, ils ont quand même pas confondu Paul Thomas Anderson et Paul Anderson. Et ben non, on les a pas confondus. C'était une blague. On n'a pas expliqué que c'était une blague. Ah, bah j'irai répondre voilà. au truc. Donc j'explique aujourd'hui que voilà, c'était une blague et nous connaissons la différence entre les deux réalisateurs. Voilà. Ceci est rectifié. Avant de parler série, on va faire un petit tour par les news et notamment les nominations aux Oscars qu'on débriefe avec Maximilien, jingle. Je disais que j'étais trop fatigué, voilà, la vieillesse, l'âge, la maladie. Si je tousse déjà, excusez-moi, je vais m'endormir en plateau. Tu mélanges les prénoms des chroniqueurs. J'ai réussi à inverser les côtés, les gens. Tu mélanges les Anderson. Voilà, rien ne va, tout part mal. Je sais que c'est pas une spéciale série aujourd'hui. Je sais. Donc rattrape-nous ça, Maximilien, avec les nominations aux Oscars. Pour faire l'émission, les nominations aux Oscars qui ont été annoncées hier, puisque cette année la cérémonie est avancée, elle se tiendra dans la nuit pour nous du 9 au 10 février, là où généralement c'était à la fin du mois de février. Et donc les nominations ont été annoncées et on va commencer sans grande surprise par les favoris. Le favori qui est le Joker, qui part avec 11 nominations. Ce qui est quand même un peu une surprise. Autant, oui. Qu'il soit autant là, voilà, qu'il soit dans la course, c'est pas une surprise, qu'il soit avec 11 nominations, notamment meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur scénario adapté, meilleure photo ou meilleure musique, c'est quand même quelque chose en sachant qu'il a l'air d'être très bien parti pour meilleur acteur et meilleure musique, puisque ce sont deux prix qu'il a eu au Golden Globe il y a une semaine. Ensuite, on a 3 films qui se tiennent avec 10 nominations. On a tout d'abord 1917 qui sort demain. Pareil, meilleur film, meilleur réal, meilleur scénario original, meilleure photo, meilleur montage, meilleure musique. Et là, on imagine qu'il peut vraiment avoir meilleur film, meilleur réal et meilleure photo. Carrément. Donc il y a meilleur réal et photo, c'est quand même le favori. Meilleur film, il a ses chances, même si on y reviendra plus tard, il y a un autre challenger qui va se dégager. On a également Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino avec également 10 nominations, dont film, réalisateur, scénario original, acteur et second rôle pour Brad Pitt, qui est lui carrément le favori de cette catégorie. Et on a The Irishman, donc, qui a également 10 nominations et qui est nommé lui aussi film réal, scénario adapté, puisque c'est adapté d'un livre. 2 acteurs pour le meilleur second rôle. Et là, on ne sait pas trop s'il est favori parce que ça pourrait typiquement être le film qui est beaucoup nommé et qui repart avec rien du tout. Ce qui serait un peu dommage, mais voilà. Et après, il y a un tous les ans. Voilà, il y c'est en a ça. un tous les ans qui prend pour tous les on autres. appelle ça faire une true grit parce que le film des frères Cohen était le film le plus nommé en 2011 et il est reparti avec que dalle. Donc voilà, on se dit c'est peut-être ce film-là auquel ça va arriver. Est-ce qu'il est nommé pour les effets visuels ? Oui, je crois, oui. Oui, il est dedans. Alors, je n'ai pas nommé, j'ai pas noté l'effet visuel, en tout cas pour le rajeunissement. Mais c'est possible. Alors que par contre, Robert De Niro, lui, n'est pas nommé en tant que meilleur acteur. C'est l'un des rares oubliés du film. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig, qui est nommée à 6 reprises, et notamment meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleure actrice et meilleure actrice dans un second rôle. On se dit que peut-être meilleur scénario adapté, ce serait une façon de compenser, on en reparlera plus tard, l'absence de Greta Gerwig en tant que réalisatrice, puisqu'elle a aussi signé l'adaptation du scénario. On a Marriage Story, qui lui aussi est nommé à 6 reprises, tout comme Jojo Rabbit, avec la particularité que Scarlett Johansson est nommée pour les 2 films, une fois en tant que meilleure actrice pour Marriage Story et une fois en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour Jojo Rabbit qu'on voit ici. Et c'est la première fois déjà qu'elle est nommée aux Oscars et c'est la 12e personne à être nommée 2 fois dans la même cérémonie. Parce qu'il y avait notamment Al Pacino en 1992, il y a eu Meryl Streep une année aussi, il y a eu Amy Adams aussi qui a fait ça. Meryl Streep est nommée tous les ans de toute façon. Voilà, c'est ça aussi, meilleure musique Meryl Streep à chaque fois. Donc voilà, et je pense honnêtement que Scarlett Johansson a ses chances en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour Jojo Rabbit, parce qu'elle est très bien dans les 2 films, mais je me dis que la concurrence est peut-être un peu moins relevée dans cette catégorie-là que dans meilleure actrice où on imagine que Renée Zellweger en Judy Garland, c'est-à-dire le genre de performance que l'Académie adore avec du travestissement, avec une actrice sur le retour, un film sur une actrice.
Voilà, ça semble quand même un peu plus compliqué. Ça me paraît plus ouvert en meilleure actrice dans un second rôle, donc ça on verra bientôt. Et enfin, donc j'en arrive, je disais tout à l'heure que 1917 paraissait bien parti en tant que meilleur film, sauf que il y a un challenger qui a 5 nominations, qui n'est pas américain, c'est Parasite, donc comme on le pressentait, qui s'est incrusté. Alors évidemment, il est nommé en tant que meilleur film étranger, et on pense que l'affaire est entendue, mais il est aussi nommé en tant que meilleur montage, meilleur scénario original, meilleur réalisateur et meilleur film. Donc il peut réussir un doublé historique, il a eu la Palme d'Or, il peut aussi finir avec l'Oscar du meilleur film, et c'est vraiment quelque chose qui paraît plausible. Donc, Et c'est arrivé, je crois que 10 fois dans l'histoire que un film étranger soit dans la catégorie meilleur film. Oui, également. voilà. Oui, il y avait eu Tigre et Dragon, il y avait eu La vie est belle de Roberto Benigni, il y avait eu The Artist, même s'il était franco-américain parce que ça parlait anglais, les rares fois où ça parlait. Donc ça peut arriver, et là vraiment ce serait quelque chose d'historique. C'est un peu l'année de toute façon où Hollywood a découvert le cinéma coréen, et ce serait la suite logique de ça. Si Parasite est meilleur film, alors là c'est vraiment, il rentre dans l'histoire vraiment. Ah oui, un oui, truc bien sûr. vraiment inédit pour le coup. Bah, surtout, je sais pas s'il y a beaucoup de films qui ont gagné la Palme d'Or C'est ça. et l'Oscar du meilleur film derrière. Est-ce que vous avez, de votre expérience de journaliste, tous cinéma, une tendance qui se dessine? Est-ce qu'on est plutôt dans une mouvance, on va dire, où l'Académie va plus récompenser un film et genre tout lui filer, un peu comme c'était le cas avec le Retour du Roi, même si c'était discutable sur plein de points, ou est-ce qu'on est plutôt dans une répartition, genre, tiens, on va mettre le couple d'acteurs de Marriage Story d'un côté, ça, ce film c'est fait, derrière on va filer le meilleur film à un tel, le réalisateur à un autre. Enfin, ces dernières années, on est plus dans une répartition. Il n'y a plus une razzia comme il y a pu y avoir. Le Retour du Roi, c'est vraiment presque ça appartient à un autre temps. En ce moment, en fait, on est plus sur un film qui a le film qui repasse avec le plus de récompenses. C'est un film qui a récompensé typiquement 1917, qui pourrait avoir meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleure musique, des choses comme ça. Mais le meilleur film pourrait aller à un film un peu plus politique qui envoie un message type Parasite, par exemple. C'est un peu ce qui arrive au César aussi de plus en plus, c'est qu'il y a un côté un peu école des fans où on récompense un peu tout le monde, même si après ce sont des votes, c'est pas un jury qui se réunit et qui répartit les prix, c'est vraiment les gens votent, mais les gens votent de plus en plus avec ce côté, on va essayer de récompenser le plus de films différents, et en sachant que la sélection, même s'il y a des absences sur lesquelles on reviendra, c'est quand même la preuve qu'on a vraiment eu une belle année 2019. C'est que il y a des absents, mais tu te dis en même temps, qu'est-ce que tu enlèves pour rajouter les films qui sont absents? En fait, ma question était aussi de se dire, tu vois, est-ce qu'on peut pas imaginer avoir un Scorsese qui est récompensé en tant que meilleur réal, par exemple, et par contre, le meilleur film, ce sera quelqu'un d'autre que Irishman qui... Enfin, tu vois, voilà, de la même façon, Tarantino pourrait avoir meilleur scénario et non pas meilleur réalisateur, parce qu'au moins ça la récompense lui pour son film. On a l'impression qu'il y a un peu cette logique-là maintenant chez les votants depuis 4-5 ans. Je pense que on avait eu l'exemple avec la répartition entre La La Land et Moonlight qui avait eu meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle et meilleur scénario si je ne me trompe pas, mais il avait eu moins de prix au final que La La Land qui avait remporté tous les trucs un peu plus techniques. Et sachant qu'aussi, on peut peut-être préciser, 1917 arrive finalement assez bien dans le timing, puisque je pense qu'ils étaient peut-être un peu emmerdés de donner meilleur film à Joker. Je pense que Irishman, c'est compliqué pour meilleur film à cause de Netflix. Voilà. Tarantino, c'est compliqué à cause de la relecture qu'il peut faire de la vraie histoire. Et d'un coup, tu as 1917 qui est le candidat parfait pour repartir avec le fait pas de vague. qui raconte un vrai truc qui, Megan en reparlera tout à l'heure, est une énorme claque. Ah oui, donc c'est vraiment le film qui arrive pile poil. C'est quoi, il a plein de qualités qui le rendent, qui en font un bon candidat en plus. Et en plus, il a été récompensé aux Golden Globes la semaine dernière. Et les Golden Globes sont tombés dans le créneau de 6 jours pendant lesquels les votants pour les Oscars votaient pour établir les nominations. Donc ça tombe plutôt bien. Avant de passer aux Français, parce qu'il y a quand même des Français, ça, il faut le souligner, juste un petit mot sur Parasite qui va être adapté en série. Ça vous inspire quoi? Parce que Bong Joon-ho dit mettez-vous aux sous-titres, découvrez le cinéma ailleurs, et en même temps il vend les droits de sa série. Et je trouve, est-ce que c'est pas un peu paradoxal comme position? Un peu. Déjà potentiellement ce sera en coréen. Ah, c'est d'accord. On n'est pas encore sûr, mais apparemment peut-être américain et coréen mélangés, donc pourquoi pas. Et c'est pas une suite visiblement, c'est plutôt une sorte de bonus. Il y a plein de choses qu'il n'a pas pu mettre dans le film et qu'il aimerait mettre dans cette série de 6 ou 7 épisodes. Donc c'est assez mystérieux, il n'en a pas dit plus que ça, mais puis on peut avoir confiance aussi avec la personne avec qui il va l'écrire, qui a fait Succession, qui est quand même une super série, c'est Adam McKay. Donc voilà, je pense qu'on peut y croire. Après, c'est pas pour tout de suite, c'est en 2021 minimum, donc on a le temps de voir venir. Plus le label HBO quand même. Ouais.
évidemment. Ce qui est pas mal. Donc on en revient aux Français, puisque Oui. Parasite serait dans la catégorie meilleur film étranger, mais face à lui, il y a un Français. Voilà, il y aura donc Les Misérables qui était le candidat français et qui a franchi les différentes étapes pour se retrouver dans les 5 nommés, avec notamment Douleur et gloire de Pedro Almodovar. Presque un petit peu embêtant, c'est que c'est un peu comme les acteurs qui étaient face à Heath Ledger en 2009. Il y a le côté où c'est bien, vous avez été nommé, et en même temps, en face d'eux, là, il y aura Parasite. Donc ça semble un peu compliqué. On a également Alexandre Desplat, qui est le compositeur qui est nommé pour la meilleure musique originale qu'il a composée pour les films Dr March. S'il gagne, donc là c'est sa 11e nomination, s'il gagne, ce sera sa 3e récompense, parce qu'il a déjà été sacré pour The Grand Budapest Hotel et pour La Forme de l'eau. Alexandre Desplat, qu'on surnomme dans le milieu le papa de Maximilien. Alors oui, Je sais pas si en région, il y a une photo d'Alexandre Desplat. Normalement, oui, Il y a un je l'ai mis. mystère. Je l'ai mis. Il y a une C'est photo vrai. d'Alexandre Desplat, il faut faire un comparatif, je ne sais pas si on peut faire un split screen. Je sais pas si quoi. ça va vraiment Mais être une réussite, mais j'ai mis une photo en me disant, et je sens que ça va ressortir en plateau. Voilà, Voilà. je le dis. Bon, si la photo arrive un moment, vous verrez, vous comparez, on dirait Maximilien. Voilà, et en attendant, donc, on a aussi un film qui est nommé en tant que meilleur film d'animation, c'est J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, qui quand même a réussi à s'incruster dans les 5 nommés face à Toy Story 4 et Dragon 3, en sachant que La Reine des Neiges 2, elle, n'est pas dans les 5 nommés. Donc c'est quand même une sacrée performance, même si encore une fois il y a du très lourd en face. Ah, Voilà. Si on lui rajoute Ah oui, il y a une un petite air. barre, il y a un truc. Moi je trouve que je Avec ressemble une plus à petite l'Oscar mais après voilà, c'est Ah, non, il y a- Toi vieux en fait. Ouais, c'est ça. moi vieux et sans barbe. Ouais. Je vais peut-être me mettre à la musique, vous allez voir. Prochaine émission, je viens comme ça. Voilà, on verra Pense le coquille. comparatif. Donc oui, J'ai perdu mon corps qui est nommé parmi les 5 candidats en liste pour le meilleur film d'animation. Et on a également un film qui s'appelle Mémorable de Bruno Collet qui est nommé en tant que meilleur court-métrage d'animation. Voici l'affiche du film, donc c'est en original. pâte à modeler. Mhm. Et on a un court-métrage qui s'appelle Nefta Football Club, réalisé par Yves Pia, et qui lui est nommé en tant que meilleur court-métrage. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 Français qui ont des chances plus ou moins grandes d'Oscar. Je pense que les mieux placés, c'est peut-être Mémorable et Nefta Football Club, donc les 2 courts-métrages. Parce que là, sur la musique, on pense que Joker est quand même favori. Sur le film étranger, évidemment, ça paraît gagné pour Parasite. Et J'ai perdu mon corps, ça va être très dur parce qu'en face, il y a aussi Klaus, le film Netflix. Ouais. Il y a Monsieur Link, sur lequel on n'aurait peut-être pas parié il y a 2 semaines, sauf qu'il a gagné le Golden Globe, donc il devient favori. Et puis sinon, il y a Toy Story 4 et Dragon 3, donc c'est quand même très relevé comme sélection. Et parmi les absents, il y a un film Il y a français qu'on beaucoup, espérait voir. jusqu'au Oui, bout. il y a beaucoup d'absents également. Donc il y a Portrait de la jeune fille en feu, alors qu'il n'avait pas été retenu par le CNC comme candidat français pour l'Oscar du meilleur film étranger, mais Puisque chaque pays présente un film. Voilà, il faut Exactement. savoir, chaque pays avance. Mais après, les Oscars font ce qu'ils veulent dans la mesure où le long métrage est sorti chez eux avec un distributeur étranger avant une certaine date. Je sais qu'à une époque, c'était le 30 novembre. Et donc, c'était le cas de Portrait de la jeune fille en feu qui était très bien reçu là-bas. Donc, on se disait, il peut peut-être s'incruster en tant que meilleure réalisatrice ou grâce à sa chef opératrice Claire Maton, qui a aussi fait la photo de Atlantique, qui était en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger, mais qui n'a pas passé la dernière barrière. Donc voilà, rien du tout pour Portrait de la jeune fille en feu, rien du tout non plus, ou presque, pour La Reine des Neiges 2, qui n'est nommé que pour la meilleure chanson, alors qu'on s'était dit que le film avait ses chances en tant que meilleur film d'animation, puisque le premier avait remporté l'Oscar en 2014. Et écoute, ce sera pas le cas pour La Reine des Neiges 2, qui est pourtant le plus gros succès de l'histoire d'animation pour Disney. Alors qu'il y a une petite surprise. Rien du tout pour Uncut Gems, le film des frères Safdie avec Adam Sandler, dont on parlait beaucoup parce qu'aux États-Unis, il est très bien reçu, il marche très bien à l'échelle quand même de son distributeur A24, qui est un petit distributeur indépendant. Le film sera sur Netflix chez nous le 31 janvier. Et il y a beaucoup de louanges sur ce film, mais qui n'a absolument rien du tout. Vraiment, c'est pour le coup une surprise. Parce qu'on s'attendait au moins à Adam Sandler nommé en tant que meilleur acteur. Surtout qu'il y a le côté acteur de comédie qui fait un film sérieux. Généralement, c'est quelque chose qui plaît à l'Académie, mais non. Et de la même façon qu'on n'a pas non plus Eddie Murphy pour Dolomite Is My Name, qui lui au moins a été nommé au Golden Globe, mais qui n'est pas nommé aux Oscars. On n'a pas non plus Taron Egerton, qui, on se disait, le côté un an après Bohemian Rhapsody, plus le Golden Globe qu'il a eu, ça le met en bonne place pour être au moins nommé pour l'Oscar du meilleur acteur. Il n'est pas nommé du tout. De la même façon que Jennifer Lopez, qu'on attendait quand même en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Queens, n'est pas non plus de la partie. Donc ça aussi, c'était un peu surprenant. Ensuite, ça c'est plus moi qui l'ai rajouté, mais j'aurais bien vu Alita dans les meilleurs effets spéciaux. Au moins nommé, parce que voilà, s'il y a quelque chose qu'on peut retenir du film, c'est le personnage d'Alita, la performance capture et les effets spéciaux. Donc je trouve ça dommage qu'il ait été mis de côté, alors que voilà, il y a des films quand même qui le méritent un petit peu moins.
Et enfin, on finit avec 2 absents de taille. D'abord, l'adieu de Lulu Wang, dont on a parlé la semaine dernière, puisqu'il est en salle depuis le 8 janvier, qui a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie pour Awkwafina, qu'on voit assise à gauche sur le canapé là, qui est un peu la nouvelle coqueluche d'Hollywood, en sachant que le film marche très bien là-bas, donc il n'a pas du tout de nomination. Et enfin, donc, Greta Gerwig, que je le disais tout à l'heure, qui n'est pas nommée en tant que meilleure réalisatrice pour Les filles du Docteur March. Et de façon plus générale, en fait, c'est la diversité qui, encore une fois, est absente de ces nominations, puisqu'on n'a aucune femme qui n'est nommée parmi les 5 réalisateurs qui sont en lice. Et parmi les 20 comédiens en lice pour les 4 prix d'interprétation, il n'y a qu'une seule actrice noire, qui est Cynthia Erivo, que l'on voit ici, qu'on avait découvert dans Les Veuves l'an dernier, pour le film Harriet sur la militante anti-esclavagiste Harriet Tubman, donc qui est un biopic. C'est la seule. Donc c'est un peu, voilà, on a l'impression que c'est un peu la tarte à la crème chaque année, que ça revient. Et on se dit que Hollywood a peut-être pas compris, surtout que quand on parle de Greta Gerwig, en fait, c'est pas juste pour nommer une femme. Pour nommer une femme, c'est qu'en plus, sa mise en scène dans Les filles du Docteur March est vraiment très bien. Elle fait quelque chose de vraiment intéressant parce qu'elle arrive à moderniser un roman qui est quand même assez ancien, assez classique, qui a été vu et revu. Donc vraiment, rien que pour ça, je pense qu'elle avait vraiment sa place. C'est pas juste pour dire, tiens, la diversité, voilà, c'est ce qu'on en fait. Donc c'est un peu le souci, moi je trouve. C'est un peu le gros absent, c'est vraiment la diversité. Et peut-être qu'il y aura une lettre, c'est le président de l'Académie des BAFTA, donc les Oscars britanniques, qui a écrit aux votants en disant vos votes et vos nominations cette année ne reflètent pas tellement l'état du monde et de l'industrie. Non, c'est ça, Peut-être c'est qu'en que les fait, ça présidents ne manque pas de différentes candidats Ouais. qui avaient leur place ici. Et c'est pour ça que je disais que peut-être l'Académie va se rattraper en remettant l'Oscar du meilleur scénario adapté à Greta Gerwig. Peut-être pas aller jusqu'à meilleur film, mais ils vont peut-être se rattraper d'une façon ou d'une autre avec elle. Est-ce qu'il y a des Oscars pour l'ensemble de la carrière de... On sait qui c'est. Les Oscars d'honneur, je crois qu'ils arrivent plus tard. Parce que là, cette année, il n'y a pas eu d'annonce. Il n'y a pas eu encore à d'annonce. à Et on ne ce sait pas qui niveau-là. est Rien. maître de cérémonie aussi, Il y en puisqu'il y a a pas. eu... Il y en a pas. Ah, ils refont sans... Ouais, ils refont pour la deuxième année sans consécutive MC, quoi. sans. Parce que l'an dernier, c'était Kevin Hart qui devait présenter, mais ils ont sorti quand même des tweets un peu. Des tweets et des blagues un peu limites de lui qui n'ont pas du tout plu à l'Académie. Et donc, il s'est désisté et ils ont, faute de trouver un remplaçant, donc ils ont choisi de faire sans. Oui. Et là, ils repartent encore avec ça. D'accord. Pourrait Donc, à voir. il pourrait le filer à De Niro, ce qui expliquerait pourquoi il n'a pas été nommé meilleur acteur, l'hommage. Ah, Oui, parce que l'hommage. la présentation. Ah oui, En même temps, il n'est pas nommé. J'étais sur le prix carrière. Et du pour- coup, c'est comme l'année dernière, c'est chacun qui vient remettre un prix. Oui, voilà, en fait, c'est c'est ça, ouais. pas un mec qui fera le passe-plat entre les Ouais. différents remettants et les différentes séquences. C'est en fait, ils seront annoncés peut-être par une espèce de voix off. Ça va plus vite, c'est pas mal. C'est vrai, il y a ça aussi. Ouais. Pas faux. Pour terminer sur les Oscars, juste un petit mot sur Cynthia Erivo dont tu parlais, qui peut être une Oui. actrice qui fait une sorte de grand chelem qu'on appelle ligote, avec Oui. un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony Award pour le théâtre, puisqu'elle a déjà remporté 3 des prix, et avec la nomination à l'Oscar, elle peut faire partie des rares talents qui ont conjugué les 4, Ouais. ce qui est quand même balèze. Et ce qu'il faut savoir sur le rôle de Harriet, c'est un rôle qui, et c'est pas une blague, qui il y a une quinzaine d'années avait été envisagé pour Julia Roberts à Hollywood, parce que voilà donc voilà Cynthia Erivo dans le rôle de Harriet Tubman. En fait, les producteurs avaient dit en même temps les gens savent pas qui c'est, ils verront pas la différence. Donc on se dit que c'est Julia Roberts qui aurait pu se trouver là, ça aurait été d'une gênance Un peu. embêtante. Un peu, Ça aurait été oui. un peu Un petit embêtant. peu oui. On est déjà en retard, évidemment, parce qu'on Super. a toujours un truc très calé, et puis ça part en cacahuète, mais c'est pas grave. En 1 minute, top chrono, je t'accorde 1 minute 30. Ah ouais. Le reste de l'actu en 1 minute 30. En 1 minute 30, ça va être tendu. Très Alors, rapide. on va Bonne faire chance. assez vite. Donc, premièrement, on reste dans les cérémonies avec Spike Lee, qui présidera le jury du prochain festival de Cannes au mois de mai. Spike Lee qui avait remporté le Grand Prix avec Black Klansman en 2018. Sans aucune transition, on a perdu le réalisateur de Doctor Strange numéro 2, Scott Derrickson. Peut-être parce que le projet avait été annoncé comme un vrai film d'horreur du MCU et qu'il y a 2 semaines, Kevin Feige dit ce sera pas vraiment un film d'horreur. Et là, Scott Derrickson s'en va pour des raisons de différents créatifs, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas entendus sur l'approche du film. Donc je pense que ce sera ça. On attend le nouveau réalisateur sous peu, puisque le film est toujours prévu pour le mois de mai. Dans le même temps, Uncharted a peut-être trouvé son 7e réalisateur qui pourrait être le bon. Le Quelle réalisateur, blague. ce serait Ruben Fleischer, le réalisateur de Zombieland et de Venom, qui bon, voilà, merde. est un peu un yes man. Donc on Ouais. se dit que ça va peut-être passer et que cette fois-ci ce sera la bonne pour Tom Holland et Mark Wahlberg qui sont toujours attachés au projet. Puisqu'on parle de Venom et que vous aimez les super C'est transitions, vrai qu'il y a eh des bien, transitions. Il y a des ouais, il y a des super transitions. transitions. Il y a eu hier la bande-annonce de Morbius, donc qui est la suite de la saga Spider-Man, mais sans Spider-Man de Sony, avec donc Morbius, qui est un vampire incarné par Jared Leto, qui est à la base un médecin qui est atteint d'une maladie génétique. Il part dans la jungle pour trouver un remède
un peu miracle, et forcément, comme on dit sur YouTube, ça tourne mal. Donc il devient un vampire dans ce film qui sortira le 5 août. Et en fait, le plus intéressant de la bande-annonce, c'est pas tant Jared Leto qui en fait des caisses, c'est qu'il y a un caméo de Michael Keaton, qui était donc le méchant de Spider-Man Homecoming, ce qui signifie que Morbius, voilà, Michael Keaton qu'on voit ici, ce qui signifie que Morbius se passerait dans le même univers, donc c'est-à-dire le MCU. Même s'il faudra nous expliquer un truc, c'est qu'on voit aussi une photo de Spider-Man à un moment, et ça, c'est le costume des films de Sam Raimi. Alors, il va falloir nous expliquer, soit c'est une histoire de multivers, ce qui n'est pas impossible, soit il y a une erreur et il y a un mec qui est en train de voir flou. Il est en train de photoshopper un mur Ouais, il s'est pour le planté film. en fait comme ça. On continue avec la zéro transition, Grey's Anatomy qui parle de ses acteurs historiques. Donc voilà, je sais que Jean-Maxime est très calé sur le sujet. Mais non, je déteste ce personnage. Ah, très bien. Et bah, c'est content, il se réjouit, il a fait la fête ce week-end puisque Justin Ça fait 15 ans que Chambers, j'attends. l'acteur qui jouait le docteur Alex Karev, qui s'en va à l'issue de 16 saisons, et c'est même pas il s'en va, c'est qu'il est déjà parti, puisque son dernier épisode a déjà été diffusé. C'est un épisode dans lequel il annonçait qu'il partait rendre visite à sa mère malade, et apparemment il ne reviendra pas, ou peut-être pour le final de la série qui n'est pas encore prévu, Dans mais quelques pour années, l'instant ouais. on ne reverra plus Alex Karev. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'avais du Silence des agneaux. Oui, Voilà. en série, il y aura une série, une suite au Silence des Agneaux en série qui s'appellera Clarisse, puisque ce sera centré sur Clarice Starling, qui ne sera pas jouée par Jodie Foster. Ce sera, comme ce sera pour CBS, je pense que ce sera une série procédurale avec des enquêtes assez récurrentes et des évocations, je pense, des traumatismes de sa rencontre avec Hannibal Lecter, en sachant que la série Hannibal envisageait d'adapter Le Silence des Agneaux dans sa saison 4 qui n'a jamais eu lieu. Donc ce sera sur CBS et ce sera peut-être moins bien, mais on verra. Ensuite, très rapidement, donc on a des nouvelles de Westworld, puisque la saison 3 débutera le 15 mars aux États-Unis sur HBO, ce qui veut dire le 16 mars en France sur OCS. Et on termine avec une petite exclue qu'a eu notre collègue Laetitia hier, puisqu'elle a rencontré Lambert Wilson pour le film Les Traducteurs qui sortira le 29 janvier. Et Lambert Wilson lui a dit que son personnage du mérovingien serait de retour dans Matrix 4. Il a dit le seul problème pour l'instant, c'est que le personnage est dans le scénario. Il a été contacté, il est en négociation, mais il a des engagements au théâtre, donc il faut qu'il voit comment il peut goupiller ça, en sachant que si c'est comme dans Matrix 2 et 3, il n'aura pas beaucoup de temps d'écran, donc ça devrait pouvoir se gérer. Mais voilà, Lambert Wilson devrait revenir dans Matrix 3 au même titre que Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Ouais, un Matrix très Matrix mystérieux. 4. Ouais. Très mystérieux. Et pas Laurence Fishburne, a priori. Non. Non. Non, mais en fait, il y avait eu des rumeurs de préquels sur le Morpheus jeune, et il y a l'acteur Yahya Abdul-Mateen II qui jouait dans Watchmen. Il y a une rumeur qui dit que ce serait lui qui incarnerait ce Morpheus jeune, donc est-ce que ce ne sera pas une précédente version de la Matrice avec le lien assuré par Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss au début ou à la fin? Ça reste à voir, mais c'est très étrange, effectivement. Fort bien. T'as pas mal, tu t'en es pas mal On sorti. a fait Tu t'en es pas une mal tranche de sorti, c'était un joli défi. Il est temps de passer aux sorties cinéma avec Corentin. Corentin, tu as 30 secondes pour parler de 5 films. C'est parti. Parfait. Non, Non, mais on peut on commencer prend assez le temps un rapidement. petit peu quand même. Ouais, bah il y en a un de toute façon qu'on a déjà évoqué, c'est 1917 de Sam Mendes. Oh, mais on peut le réévoquer. Voilà, donc qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, évidemment. Donc qui est vendu comme un seul plan séquence. En fait, c'est plein de petits plans séquences unis en un seul. Donc nommé à beaucoup d'Oscars et voilà, qui est un film que beaucoup de gens attendent évidemment parce qu'il a eu des très bons retours parmi les gens qui l'ont vu soit en avant-première, soit dans les projections de presse. Dont une personne à côté de toi, juste à côté. Voilà. Allez, juste à- Oui. Dont Megan. Ça, c'est le premier film. Deuxième film, on passe à Swallow de Carlo. Alors, bon, en français, on dirait Mirabel Davis. Je pense que ça doit être Marlborough ou un truc comme ça. Mais Carlo Mirabel Davis, avec l'histoire d'une jeune femme atteinte de la maladie de Pica, une étrange maladie, une vraie maladie, qui la pousse à ingérer des substances non comestibles. Donc, elle va manger plein de choses dangereuses en cachette, alors même qu'elle est enceinte. Et l'enjeu du film, c'est jusqu'où va-t-elle aller? Va-t-elle mettre sa santé irrémédiablement en danger? Voilà. Et quand pourquoi, on dit des et choses pourquoi non- elle fait ça? Ouais. Voilà. Et quand on dit des choses non comestibles, c'est genre des piles. Oui, Par voilà. exemple, des piles, Ah oui, oui. voilà, exactement. Et des choses beaucoup plus grosses Oui, donc c'est- et directement dangereuses physiquement, genre des punaises, par exemple. Oui, donc c'est pas des Euh, liquides genre l'eau de Javel, voilà. c'est vraiment Ah, des non, trucs, non, tu te demandes mais pourquoi manger ça quoi? Mais elle les avale et tout. Genre. Ouais, Elle ouais. les Ah oui, avale, elle ouais. les mange. Donc c'est joué par Ouais, un peu Hailey d'ail, de Bennett. l'huile d'olive. Ouais, c'est ça. L'actrice Hailey Bennett qui joue le rôle principal. Ensuite, il y aura une belle équipe, le nouveau film du réalisateur de La Vache et de Jusqu'ici tout va bien, qui était sorti l'année dernière avec Gilles Lelouch et Malik Bentala, donc qui s'appelle le réalisateur Mohamed Hamidi. Donc cette fois, c'est Kadmerad qui va coacher une équipe de foot féminine dans un petit village du Nord pour essayer de sauver le club qui autrement va disparaître. Voilà. Il n'y a pas déjà eu un film Ouais. dans ce style avec Bah, Max Boublil
En fait, c'était la première équipe de foot féminine à Reims. Ouais, voilà. Et, C'est ça. donc Et c'était là, une histoire vraie. Ouais. Une équipe féminine. Ok. En gros, l'équipe masculine, je n'ai pas les détails, mais en gros, a fait une grosse bêtise et c'est l'équipe féminine qui va essayer de sauver le club un peu à l'improviste. Ils vont se retrouver à faire des choses qu'ils n'avaient pas prévu de faire. Alors, effectivement, on a l'impression d'avoir déjà vu ce film, mais Ouais, c'est voilà. pas faux. Le quatrième film, pardon, c'est Selfie, alors qui est un film collectif de plusieurs réalisateurs, un film à sketch, on peut dire. J'ai pas compris, puisque évidemment je l'ai pas vu, s'il y avait un fil rouge ou si c'était vraiment une succession de sketchs. Parmi les réalisateurs, il y a Thomas Bidguin, un des scénaristes de Jacques Audiard, qui était aussi passé à la réalisation depuis. Et donc c'est un monde où c'est vraiment, comme son nom l'indique, un film à sketch autour des nouvelles technologies. Et on retrouve au casting Blanche Gardin, Manu Payette, Elsa Zilberstein ou Max Boublil, dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, petit film à sketch. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, puisque ne l'ayant pas vu, je ne peux pas vous le vendre plus que ça. Ils font une bonne communication sur les réseaux. Oui. En mode conversation WhatsApp pour la bande-annonce. c'est vrai. Ouais, C'est marrant. effectivement, vous avez peut-être vu passer ces petites pubs. Il y a par exemple une conversation WhatsApp, et puis il y a un titre au-dessus. On a tous une conversation WhatsApp dont on a beaucoup de messages en retard ou des trucs comme ça. Bon, ils jouent à fond effectivement leur thématique. Et puis le dernier, c'est de la sélection. C'est The Grudge de Nicolas Page. Donc du coup, c'est une nouvelle version de Ju-On, donc le The Grudge japonais. Alors c'est un peu compliqué parce que du coup, Takashi Shimizu avait fait donc Ju-On, The Grudge. Il avait fait sa suite, les deux films au Japon. Après, les États-Unis l'avaient appelé pour faire le remake, donc il était allé faire le remake américain. Il avait fait le remake américain de la suite. Et là, c'est une nouvelle version du premier film. Une version américaine du premier film qui s'appelle The Grudge aussi, et c'est réalisé donc par Nicolas Page. C'est son second long métrage, et donc pour le principe, c'est l'histoire de, si vous n'avez pas vu The Grudge, c'est Rika, une assistante sociale qui se rend dans une maison, et c'est une maison dans laquelle pèse une ancienne malédiction, voilà. Et Très lié au shampoing et aux cheveux sales. on peut pas trop en C'est dire, tout ce mais qu'on peut dire. et puis elle va découvrir un petit garçon enfermé dans un placard. Enfin voilà, tout ça est assez terrifiant. Non, mais C'est Harry vrai, Potter ton truc en fait. mais en vrai, The Grudge, c'est assez terrifiant comme film, enfin, c'est assez flippant. Et donc voilà, ça fait partie des films. Et donc Nicolas Pech, il avait fait un premier film très étrange avec Mia Wasikowska. Je ne sais pas si vous aviez vu ce film, je ne sais plus malheureusement le titre qui m'échappe. Mais cherchez. Je vais te retrouver ça. C'était très bizarre. Parce qu'elle en a fait des films étranges en fait. Oui. Donc Un c'est huis pas- clos dans une chambre d'hôtel où deux acteurs se livrent à un espèce de jeu de massacre. C'est très étonnant et, mais attends, et pas c'est- forcément réussi tout le temps. Ça mais me dit c'est- quelque chose. Donc du coup, je me dis que s'il a réussi à avoir Piercing. piercing, voilà, merci. Oui, comme son nom l'indique, il se perce. Donc ah oui, il y très avait bien. Swallow où il mange des trucs et il y a Bon Percy programme. où il se perce. Le crossover entre les deux, il va être fou. Mais jetez un œil à cette curiosité-là, et donc s'il a apporté cette espèce d'esprit un peu dingo dans The Grudge, ça peut être Bon. très sympa. Moi, on m'a dit que c'était vraiment une agrégation, un agrégat comme ça de jumpscare non-stop, et que c'était Ah, à peu si près c'est ce qui ça- faisait le film, ce n'est que ça. Alors si C'est-à-dire c'est que- ça, ça va être un peu raté. Si c'est dommage. c'est à chercher la crise cardiaque, ça va être un peu compliqué, effectivement. Bah dommage, j'ai envie de dire. Si c'est Ouais, ça, mais dommage. voilà, c'est Mais ce qu'on m'a soufflé à l'oreille. Qu'est-ce qui vous inspire Ouais, dans sur tous les ces 5 films, là. Alors chacun et je rappelle chacune rapidement. À part 1917, qui inspire tout le monde, on est d'accord. 1917, Swallow, une belle équipe sur l'équipe de foot, Selfie et The Grudge. Swallow. Ça a l'air tellement bizarre, j'ai envie de voir ça. C'est très C'est bizarre. Ça a l'air bizarre. très bizarre. C'est très C'est bizarre. c'est Tu aimes une les bande- Mais piles, c'est un, ce mais film c'est- est c'est un pour bon toi. film. C'est un bon film. Selfie, moi, j'ai bien envie de le voir, j'adore Blanche Gardin, donc hâte de la revoir au cinéma. ouais. J'ai l'impression que sur ce film, s'il n'y avait pas Blanche Gardin, on aurait un peu plus de doutes. Non, Si, il y a un peu. le mec des Nine Beaters. Ouais, C'est ouais, bon, je je suis vendu. On va peut-être pas perdre de temps. Ce Grudge, donc. Non, tout à fait, d'accord. Et de ce côté-là, Moi peut-être Ah, The Grudge par curiosité. par voilà. curiosité pour The Grudge, Ouais, The Grudge et Selfie aussi. Non, mais Selfie pour le casting, ce qui est aussi Sébastien Chassagne dont on parlait pour la série Irresponsable, qui a un petit rôle aussi apparemment dedans. Donc c'est début au cinéma et puis on va le retrouver bientôt. Il Ouais. était dans Tous les- dans tous la les comédies. vérité aussi. Ouais, de... dans le film avec Catherine Deneuve. et on ne le dira jamais assez, 1917, donc il sort demain, vous avez dû voir passer sur les réseaux plein de making-of absolument hallucinants de tous ces plans Ouais, séquences. c'est clair. N'hésitez pas Ouais. à y aller, c'est chaudement recommandé par tout le monde. On passe maintenant à l'agenda série avec Mégane.
Mégane, tu as 10 secondes pour nous parler. Ok, alors, Et bien, il y aura des séries. Merci, Mégane. On a de moins en moins de temps. Non, on prend le temps. Et donc, on a 3 séries ouais, 3 recommandées séries. pour cette semaine. Donc vendredi sur Netflix, c'est la saison 2 de Sex Education. Donc, c'était une série pour ados qui a eu un énorme succès l'année dernière. Donc elle revient ce 17 janvier. Et donc pour recontextualiser un peu la série, Sex Education, ça suit les folles aventures de Otis, qui est joué par Asa Butterfield, qui est un jeune ado qui est pas très expérimenté niveau sexe. Et le problème, c'est que sa mère est sexologue. Donc sa mère, c'est Jane Milburn, qui est jouée par Gillian Anderson. Et elle est un peu délurée, elle n'a aucun tabou, elle adore parler de sexe, en plus c'est son métier. Et donc il est très souvent mal à l'aise avec sa mère, mais il va utiliser les expériences de sa mère pour un petit trafic au lycée avec la jeune rebelle Maeve, qui est incarnée par la franco-britannique Emma Mackey. Et donc il va utiliser les conseils de sa mère, enfin les conseils de sexologue pour les vendre en fait à ses camarades de classe qui ont tous des problèmes à cet âge-là, c'est la période et donc c'est des rebondissements très très drôles parce que chacun arrive avec ses états d'âme. J'ai un problème avec mon pénis, j'ai chopé une MST, enfin voilà, c'est toute une ribambelle de soucis pour ces jeunes ados et donc il va tirer profit de ça. Et il est entouré aussi d'amis aussi loufoques que lui. Et donc, c'est vraiment une succession de petits soucis ados comme ça. C'est très drôle, c'est très, très, très bien écrit. Les personnages sont très, très bons. Et en plus, il n'y a vraiment aucun tabou sur les questions de sexe. Donc, c'est une série qui a vraiment eu son petit succès, enfin, même son grand succès l'année dernière. Ah. Et donc, elle revient pour une saison 2. Je précise au passage, parce que tu parlais de tabou, on s'en est mis en sourçant l'émission. Si vous ne voyez pas de bande-annonce, c'est parce qu'on se méfiait de ce qui pouvait débouler dans la bande-annonce. Donc, on a mis que des affiches et des photos très Oui. sages. Elles sont très belles, les affiches, en Ouais. plus. On sait Très, que très belles. Monsieur Twitch nous regarde et Monsieur Twitch n'aime pas ça. Donc on fait attention. Alors, c'est quoi les enjeux de la saison 2 ? Alors, saison 2, enfin, j'ai pas très envie de spoiler parce qu'elle sort vendredi, mais elle commence par une épidémie de chlamydia au lycée. Donc, il va y avoir du taf, Otis, voilà. Et il y a un petit nouveau, enfin, il y a plusieurs nouveaux dans cette saison, mais il y a un Français dans cette saison 2, c'est Sami Watalbali, qui était dans la série Les Grands, qui était sur OCS. Donc voilà, petit nouveau français. Très bien. On valide Sex Education. Ouais. De côté de la table, tout le monde valide. Moi, j'ai souvent défendu sur ce plateau contre vents et marées, justement. Et non pas pour ces histoires teen qui, en général, me laissent de marbre, ni pour son côté sexu. Enfin, voilà. C'est plus le côté social, en fait, mine de rien, qu'il y a à travers les personnages. Et notamment la Maeve dont tu Ouais. parlais, mais aussi le meilleur ami du héros, qui est un petit black queer, qui est hyper touchant, notamment dans sa relation avec son père. Et on voit aussi, parce que ça se passe en Angleterre, donc c'est aussi notre ambiance que les États-Unis auxquels on est plus habitué. Et on voit un petit peu aussi le traitement du regard des gens et tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et qui, contre toute attente dans une série comme ça, met quand même de la hauteur. Et ça fait beaucoup de bien. Et ne vous arrêtez pas à la surface des choses. Ouais, non. Ouais, en fait, quand on dit série pour ados, en fait, ça peut faire peur parce que tu dis c'est vraiment un truc bas de plafond qui va vraiment être mal foutu. En fait, c'est pour ça que la série marche bien. C'est que ça s'adresse pas que aux ados et elle est intelligente et prend personne pour des cons. Ça se Ouais. renouvelle un peu d'ailleurs, les séries d'ados, justement là-dessus. Mhm. De plus en plus intelligents. Ouais. Oui, Ça élève C'est le vrai. débat. Ça Donc va, c'est à voir à partir de vendredi. vendredi. Voilà, sur et vous pouvez Netflix. évidemment d'ici là rattraper la saison 1 qui est toujours Oui, il y a disponible. le temps. C'est 8 épisodes, donc ça se regarde assez rapidement. Tout à fait. Une série sinon qui a démarré, je crois, hier sur Canal. Hier sur Canal. T'as vu, je suis bien sur les dates. oui. 2020, je me suis dit, je suis C'est bien sur vrai. les dates. Donc effectivement, hier sur Canal, une série que Jean-Maxime adore, c'est The New Pope, donc qui est la suite de The Young Pope. Donc ça se situe 3 ans, enfin, elle sort 3 ans après The Young Pope. Et donc Paolo Sorrentino revient donc avec une suite. Exit Jude Law, entre guillemets Exit, il laisse sa place à John Malkovich, qui prend la place en tant qu'aristocrate anglais, qui est placé donc du coup sur le trône papal parce que le personnage de Jude Law tombe dans le coma. Et donc voilà, on retourne vraiment dans les bas-fonds et les méandres du Vatican avec tous ses secrets cachés. Il est C'est- content d'être là, John Il est content Malkovich. d'être là. Mais il a un rôle vraiment beaucoup plus calme et moins extraverti que celui de Jude Law, mais qui cache énormément de secrets. Donc voilà, ça égratigne bien le Vatican dans cette série. Et on a aussi Cécile de France et Ludivine Sagné qui participent à cette saison. Et aussi des apparitions de Marilyn Manson et Sharon Stone.
Pas mal. Marilyn va. Manson au Vatican. Ça donne envie. Exactement. Kaboulox. Non, mais Marilyn Ouais. Manson qui était quand même considéré comme l'antichrist à l'époque à l'époque où vrai. il était au sommet, c'est quand même une belle revanche. Et si en un mot, Jean-Maxime, pourquoi cette série vaut le coup? Parce que c'est exactement l'inverse de ce que vous imaginez, c'est-à-dire que c'est pas une série chiante. Il y a de très beaux discours, parfois c'est un peu long les épisodes, mais c'est hyper pop, c'est hyper coloré, c'est hyper trash parfois aussi. Et vraiment, c'est sans tabou, un peu comme Sex Education dans un autre genre, et très rock'n'roll en fait. Le générique notamment de la saison 2, c'est des nonnes qui dansent autour d'une croix sur de la musique électro, donc c'est assez inattendu Là, et, c'est un et vraiment très Kaboulox. drôle. C'est pas mal. Il y a beaucoup d'humour aussi. Ouais. J'aime beaucoup ce choix de mots, c'est très pop pour ce titre, pour cette série. Ah oui. Mais oui, Bah oui. je l'ai Voilà. pas fait exprès, mais oui. Et comme disait Megan, Jude Law est absent ou presque. Voilà, on ne Ouais. peut pas trop en dire, mais c'est une bonne idée d'avoir justement fait une saison 2 en écartant presque le personnage principal de la saison. Bah, on avait fait un peu le tour de son personnage, donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un nouveau pop qui est en plus vraiment super. John Malkovich est très différent, comme tu l'as dit, Megan. Après, voilà, il revient à un moment donné, on n'en dit pas plus, mais en cours de saison, Jude Law revient. Et vu que en fait, c'est un titre différent, est-ce qu'on peut voir la saison 2 sans avoir vu la saison 1 enfin, est-ce que c'est vraiment c'est saison 1, saison 2 s'il y a un fil conducteur. Ça reprend vraiment là où s'était arrêté quasiment la saison 1. Après, on peut suivre honnêtement sans avoir vu la première saison. Il y a quelques subtilités qu'on rate sans doute, mais lisez un petit récap, on en a fait sur Allociné, et puis c'est bon, vous pouvez regarder la saison 2 directement. C'est donc sur Canal en ce moment. Et on termine par une série OCS. Oui, HBO OCS qui a commencé aussi hier, c'est The Outsider. Donc c'est une nouvelle adaptation d'un best-seller de Stephen King, comme si on n'en avait pas assez. Ça fait super longtemps. C'est Ça cool. fait super longtemps. En C'est des plus, réussites à ils ont chaque été super rapides parce que le bouquin est sorti il y a seulement 2 ans aux États-Unis et il est paru l'année dernière en France. Et donc là, c'est focalisé sur un jeu du chat et de la souris entre 2 super acteurs, c'est Ben Mendelsohn et Jason Bateman. Et donc ça se situe dans une petite ville de l'Oklahoma. Et en fait, cette petite ville d'apparence paisible va basculer lorsque le cadavre d'un petit garçon extrêmement mutilé est retrouvé. Et donc Ben Mendelsohn, qui joue le détective, va enquêter. Et en fait, tous les indices pointent vers le personnage de Jason Bateman, qui incarne un habitant ultra respecté au sein de la petite ville, qui est en plus entraîneur de l'équipe de baseball locale. Tous les indices pointent vers lui, sauf qu'il a un alibi en béton. Normalement, il n'était pas sur les lieux du crime. Et donc voilà, ça va être pendant toute la saison, de 10 épisodes, c'est un jeu du chat et de la souris entre les deux. Et il y a aussi un peu une part de mystique, parce que ça reste quand même du Stephen King. Mais en tout cas, l'affaire est très étrange et c'est de rebondissement en rebondissement. L'ambiance est très lugubre, très poisseuse aussi. Enfin, c'est très sombre. Et c'est scénarisé par Richard Price, qui avait notamment été scénariste sur The Night Of, notre série HBO avec Riz Ahmed. Merci. Et voilà, donc très bonne série. J'ai commencé hier et je la conseille. J'ai commencé aussi et Ouais. c'est très étonnant. Il y a un Très peu de étonnant, fantastique ouais. ou pas, ou c'est plus type Mister Mercedes Bah, on n'est pas encore dans le fantastique Ouais. au bout de 2 épisodes. C'est Ah oui, vrai, mais quoi. il y a potentiellement du Potentiellement. Il y a- Et D'accord. dès le deuxième, tu te demandes où est-ce Voilà. qu'ils veulent aller quand même. Ok, parce d'accord. que- On sent qu'il y a un truc bizarre. Oui. C'est intéressant. Enfin, t'as envie de continuer, Ouais. quoi. Est-ce Ouais. qu'on peut rappeler le nom? The Outsider. Outsider. The Outsider. Outsider. ouais. Merci. Voilà pour quelques conseils séries. Il est temps tout de suite de passer au débrief. Je crois que ça va être sanglant, en tout cas de ce côté-là. Il va y avoir du Witcher, il va y avoir du Dracula. On en parle tout de suite. Alors, je précise qu'en fin d'émission, à partir de 17h30-35, on va consacrer une grosse partie de cette émission à vous annoncer les séries, les 20 séries qu'on attend pour 2020 avec Jean-Maxime. Donc, je tease un petit peu. En attendant, on va débriefer une série qu'on attendait beaucoup sur la fin 2020, qui était The Witcher, qui avait été teasée, surannoncée sur Netflix. Menro, qui a lu tous les bouquins, l'attendait à mort. Les fans de fantasy l'attendaient à mort. Les fans d'Henry Cavill l'attendaient à mort. Qu'est-ce que ça a donné The Witcher? Qu'est-ce que ça a donné The Witcher? Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Est-ce que Ah bah, autant Je- Bah, je pense que la meilleure Enfin, personne ouais. sera ici. Donc je pense qu'il n'y a, Ah non. a pas besoin de pitcher la série, de pitcher l'univers. Ce qu'on a envie de savoir, c'est ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça donne envie d'attendre une saison 2? Est-ce que c'est à la hauteur des romans? Bonne question. Alors, on a alors- envie de te donner la parole en Oui, premier, non, mais évidemment. je peux ouvrir le débat, bien sûr, avec grand plaisir. Il existe une adaptation de The Witcher, la série de livres, absolument fantastique. Elle se joue sur PC ou console. Voilà, suivant. Non, mais oui, j'en attendais beaucoup. Ça nous a été vendu comme le remplaçant de Game of Thrones, etc.
au final, on est quand même beaucoup plus proche d'Hercule et Xena. Donc j'ai un peu de mal avec cette série pour plusieurs raisons. Les libertés d'adaptation et de timeline, je pense qu'on va revenir dessus. C'est un parti pris, et à ce moment-là, tu vois, c'est pas hyper grave, mais on est quand même devant quelque chose qui manque d'ambition pour moi dans sans parler du matériau source ou quoi que ce soit, on est quand même dans une adaptation qui est, en termes de réalisation, qui est plan-plan, qui a des décors super cheap, des costumes toujours super propres, on dirait Narnia. Enfin, je veux dire, on n'est pas loin franchement, allez à Japan Expo, mettez-vous dans un couloir à côté des caisses, on l'a refait la série. Quoi. Les Bitoman, il y a 20 ans, faisaient pareil. Donc, si c'est histoire de faire son étendard Heroic Fantasy, ok, mais l'Heroic Fantasy, c'est un genre qui est ultra casse-gueule. Il y en a très très peu qui ont réussi depuis que le cinéma moderne essaie de le faire. Voilà. Enfin, on voit là les images. T'as des grandes plaines où il n'y a rien. T'as un château au milieu. Il n'y a pas de forêt. Il n'y a absolument rien autour. C'est vide partout. Ou alors c'est un couloir plan serré en carton-pâte. C'est compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Et là, je vous parle que de la forme. Alors justement sur la forme, avant de revenir sur les questions de scénario timeless, vous avez senti vous aussi ce manque d'ambition alors que ça avait été annoncé comme alors c'est vrai que ça a souvent été annoncé comme le Game of Thrones de Netflix, pas tant pour la comparaison avec Game of Thrones que pour l'enjeu business, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est avoir Avoir nouvelle une série. licence fantasy à Mais soi. c'est vrai que c'est très étrange parce que on voit qu'il y a des moyens, enfin on les voit, mais ouais, il y a un truc qui fait cheap et t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Peut-être parce que voilà, il y a Henry Cavill qui, en Superman, il est très bien parce qu'il a ce côté un peu lisse, et là il veut jouer le bad boy et il veut montrer qu'il est pas aussi lisse qu'il n'y paraît. Et on sent qu'il force c'est peut-être un peu ça la série, c'est que elle essaie de forcer un peu sur certaines choses et ça passe pas toujours. Je pense qu'elle est arrivée trop vite aussi. Ouais. Ils n'ont pas pris le temps de la polir, disons. Ils voulaient, je pense, arriver le plus vite possible après la fin de Game of Thrones. Elle était prévue à la base pour 2020 et finalement elle est arrivée fin 2019. Et je crois que ça se sent aussi de ce point de vue-là, même au niveau du montage et tout, c'est pas génial. Puis effectivement, tu as une espèce d'esthétique qui fait, qui laisse à penser qu'il y a eu un manque de moyens, et que s'il n'y a pas eu un manque de moyens, il y a un problème de production design, enfin de chef décoration, voilà, de décoration au sens large, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'univers derrière ces décors, derrière cette nature. Tu retrouves pas une esthétique cohérente en plus, parce que d'un bled à l'autre, tu as l'impression que c'est les terres pelées, et juste après, bah non, il y a une pleine forêt et finalement les gens t'apprennent qu'ils sont pas loin les uns des autres, et tu te dis mais comment c'est possible qu'il y ait, on dirait que c'est une carte où il y a eu un trait tiré, comme quand t'es petit, tu veux dessiner une carte pour t'imagines une histoire et tu fais là il y aurait un désert et juste à côté il y a un marais. Ah non, ça marche pas comme ça, tu vois, il y a des transitions, il y a des, tu vois, non, en fait il y a ce côté qui en plus te fait un peu sortir du truc. Voilà, cette forme-là te fait sortir de la série. Et du coup, moi, j'ai jamais vraiment été dedans aussi à cause de ça. On parlera du fond après, mais sur la forme, c'est ça qui m'a le plus gêné, moi. C'est vrai qu'il y a un côté cheap. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une série qui aurait pu être beaucoup plus ambitieuse. Ah oui. En fait, j'avais un peu l'impression à certains moments de voir un téléfilm. Et je trouve ça un peu triste quand même pour autant d'attentes autour de cette série. Et même, j'ai cru comprendre aussi qu'ils avaient un peu baissé le budget au niveau du bestiaire. Et c'est quand même super dommage alors que c'est quand même un chasseur de monstres. Oui, c'est un peu dommage. On en voit deux. Oui. On n'en voit que deux, deux, trois. Bon, le porc épic, là, je sais pas quoi. Mais, celui dès le pilote. Mais alors, dès le pilote, ça s'ouvre sur un monstre. C'est là qu'ils ont cramé le budget Je sais là-dessus. plus comment s'appelle cette créature, mais une sorte. Piki-Wiki, Non. Kikimora. 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 Merci. C'est un Voilà. Teletubbies, ça. Voilà. Le Kikimora dès le premier épisode, tu te dis ah ouais, ça va vraiment, on commence avec ça sent pas bon quoi. Après, je trouve que ça s'améliore quand même sur les derniers épisodes au niveau de la forme. La strige est ok. La strige est ok. Oui. Ça fait plus jeu vidéo du coup là. J'ai pensé plus à une scène de jeu vidéo. C'est la première cinématique du premier jeu en fait. D'accord. Enfin, mais c'est tout cet épisode en fait, tout le combat, etc. Et ça c'était plus intéressant. Ouais. Et c'est même, mais ouais, le problème c'est que là pour le coup c'est tellement adapté du truc qu'il n'y a aucune surprise. Enfin, tu vois, si tu connais un peu le truc avant, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non. Ouais, c'est un peu compliqué. Avant de même sans parler de tout ça, juste pour parler de ce qu'on nous raconte, j'ai lu tous les bouquins comme tu disais en préambule et j'arrive à me paumer.
Tu vois là où, Alors, c'est un peu imagine compliqué. comment on s'est amusé, nous. Imagine les autres, ils ont sorti Netflix a sorti une timeline avec un site. T'es obligé aujourd'hui d'arriver à ça, un truc interactif, pour t'expliquer que quand, où, quand, comment, pourquoi. Et je suis désolé, mais je suis pas réalisateur pour une seconde, mais je me dis de manière toute bête, ouais, voilà, merci en régie pour la timeline interactive. Je me dis, avant de faire tout ça, installe un personnage, 2-3 personnages secondaires, quelques enjeux et un univers, et puis on verra si ça prend dans les autres saisons de raconter les choses un peu plus. Je suis désolé, hein, il y a un certain Mandalorian qui l'a fait cette année, ça se passe plutôt pas mal, il me semble. Ouais, Tu vois, et c'est juste, on pose 2-3 trucs, Mm. voilà, et on a un personnage qui est identifié, on a un univers qui prend vie, et là j'ai l'impression qu'il y a eu le rush. Alors c'est peut-être ce que disait Jean-Maxime aussi, de l'envie de trop faire trop vite et de montrer, regardez, ça va être fou, il y a plein de trucs derrière. Dans les livres, Yennefer, toute son histoire, on la comprend par touche, petit à petit, c'est suggéré. Là, j'en ai ras le cul des origin story. c'est ça, le gros Avec défaut du Marvel, truc, ouais. voilà, on peut pas C'est- faire autrement, quoi. C'est que c'est une origin story, c'est qui te montre vraiment, alors voilà, point A, point B, point C, ce qui nous a mené au point D, alors que des fois, en plus, ils ont fait une série qui aime à jouer sur les temporalités. Il y aurait eu moyen de commencer direct dans le vif du sujet, effectivement, de découvrir les choses petit à petit sur ces 8 épisodes. Et en fait, voilà, puisqu'on aborde le fond, moi, le truc de fond qui m'a le plus gêné, c'est finalement ces personnages qui sont pas beaucoup creusés. Quand ils le sont, c'est un peu à la va-vite, tout va très vite. La magie ne t'est pas expliquée, c'est quand même une magie complexe, il y a différentes branches de magie, tout ça. Et tout ça est balayé très très vite. Et du coup, soit tu connais rien et t'es paumé, soit tu connais rien et tu t'en fous, mais du coup, t'arrêtes la série. Soit ça t'intéresse et on te le propose pas. Donc du coup, c'est frustrant, quoi. C'est frustrant. Et surtout que sur le papier, en fait, c'est assez. Je trouve ça plutôt bien cette idée que les créateurs se soient dit on va faire confiance à l'intelligence du téléspectateur, c'est-à-dire on va pas lui surligner quand se passe telle action, c'est-à-dire vraiment c'est lui qui va mettre les pièces en place. Sauf que comme à côté de ça, c'est pas hyper passionnant, tu sais, il suffit que tu décroches un peu et tu dis vraiment, mais c'est l'épisode 3 ou 4, j'étais en train de me dire, mais pourquoi ils s'appellent C'est un tous flashback. pourquoi ils s'appellent pareil? En fait, en plus, il y a même pas de dans l'esthétique, il n'y a rien qui te montre que c'est des temporalités différentes. Alors que souvent, cinéma, série, ils font en sorte que genre le passé est souvent beaucoup plus lumineux alors que le présent est plus sombre ou inversement. Là, c'est vraiment comme tout à la même teinte. Tu réalises même pas en fait à quel moment tout se passe. En fait, il y a même pas de marqueur. Donc il y a un moment, c'est tu disais, tu t'es pas dû en ayant lu les bouquins. Nous qui n'avons pas lu les bouquins, on était vraiment en train de se dire mais Je sais que qu'est-ce qui s'est dans passé le podcast qu'on a dédié, on a fait un débrief vraiment détaillé. Vous pouvez évidemment le découvrir sur toutes les plateformes de podcast. Tu utilisais le mot bordélique. Je me Oui, souviens. c'est un peu Le premier bordélique, mot qui t'est Oui, venu à ouais, l'esprit. c'est vrai. C'est vrai que c'est bordélique. bordélique, Comme toi, Max, j'ai mis un tout petit peu de temps à comprendre quand même toutes les temporalités qui étaient en train de se jouer dans la série. Après, On s'y fait. mais- on s'y fait quand même, Mm. même si c'est bordélique. Après, juste des petits marqueurs de temps, je pense que ça n'aurait pas dérangé. Par contre, ça m'embête pas qu'ils aient fait ce choix scénaristique parce que il y a toute cette notion de destin en fait qui est vachement en jeu dans la série et donc après ça se rejoint jusqu'à la fin. Les temporalités se rejoignent à la fin. Donc le message je le comprends, la démarche je la comprends. Mais oui, des petits pense-bêtes, des petites aides. Et ce que j'ai trouvé aussi beaucoup dommage, c'est que tous les enjeux politiques ne sont pas expliqués, alors que l'univers a l'air extrêmement riche et les enjeux ont l'air super intéressants. Et je trouve ça dommage que ce soit pas un peu plus expliqué, en tout cas plus posé au niveau des bases. Je trouve ça un petit peu dommage. L'armée de Nilfgaard, tu vois, qui est censée envahir Oui. les royaumes du Nord. Putain, t'as 3 pelés en pyjama, enfin, tu vois, avec des trucs tout Bon, striés, là, c'est- eux-mêmes n'étaient pas au courant, en fait, on les a levés. Non mais, Non mais c'est- vas-y. vas-y, excuse-moi, Corentin. Non mais t'as commencé. Je voulais juste te dire que malgré tout, si quand même, tu vois, j'essaie de souffler un peu. Hein, ça ne reste que C'est le début de l'année. C'est le Oui. début de l'année. mais il y a des choses qui, voilà, Henri Cavill, il a beau être un peu inégal, on peut pas lui reprocher d'être dévoué au rôle corps et âme. Et la nana, Anya Chalotra, qui joue Yennefer, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est pas exactement le personnage que j'attendais, que j'espérais par rapport à tout ce que je savais de l'œuvre source. Maintenant, ils arrivent à quand même faire ressortir
les raisons de sa personnalité, etc., que ça se met en place. Donc, sur ces personnages-là, c'est pas complètement foiré non plus. Le problème, c'est qu'il faut se taper tout le reste pour pouvoir en voir, creuser un peu plus. Quoi. Et puis, ce qui est le personnage, comme tu parles du personnage, le personnage qui est vraiment raté, c'est le barde. Ah, le Bard, Parce qu'au niveau de l'agacement, on est entre Fergie de Judge Dredd et Jar Jar Binks. Quoi. Le mec, t'as envie qu'il se taise, t'as envie que ce soit Assurance Tourix, qu'il y a un mec qui arrive avec un baillon. C'est vrai que c'est un personnage en plus. Arrête ouais ses chansons. Ah oui, mais moi, je l'ai bien aimé. supporté ce personnage. C'est Mais- Jaskier, ouais. Moi, Ouais, je c'est l'ai ça. bien aimé. Mais après, c'est vrai que ce que j'ai dit sur l'esthétique, pareil que toi, je prends une grande inspiration. Et c'est vrai que, en fait, il y a une esthétique quand même dans la série qui se dégage. C'est une esthétique très, comment dire, je fais un raccourci, pays de l'Est. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réalisateurs de la série qui viennent de Russie. Et du coup, tu te dis, il y a cette touche-là qui est un peu dans les films norvégiens. Il y a des Suédois aussi qui réalisent la série. Et du coup, il y a cette touche un peu tu vois, d'espèce de filtre un peu froid, un peu dark et tout ça. Et du coup, tu vois que eux, ils apportent aussi leur touche. Et ça, dans des séries, on aurait pu aussi leur dire, bah non, votre touche, vous la gardez pour vous. Donc il y a quand même des choses esthétiquement intéressantes aussi dans la série. Là, on a commencé par les très mauvais côtés, mais il y a quand même des bons Et trucs. puis, il y a un truc juste qui met tout le monde d'accord, j'ai l'impression, c'est le personnage de Yennefer. Est-ce que tu confirmes maintenant, parce que tu n'as pas encore pris la parole sur cette série? Oui, non, mais moi personnellement, je n'ai pas du tout été une grande fan de cette série. Je me suis arrêtée à l'épisode 3. Le personnage de Yennefer, oui, à la limite, j'ai envie de dire que c'est, on va dire, celui qui m'a le plus intéressé, on va dire à ce niveau-là. Mais après, je n'ai vraiment pas été pris de passion. Moi, en fait, vraiment, je m'attendais à une série. Enfin, je trouve que ça manque de saleté. Enfin, vraiment, je m'attendais à un Game of Thrones, bon voilà, mais plus à un Vikings, en fait, vraiment niveau esthétisme, etc. Là, Henry Cavill, enfin, pour moi, il a quoi? Il a une perruque, il est toujours beau gosse, enfin, il se bat, mais bon, t'as rien qui bouge. Enfin, je C'est ne qu'on comprends dirait pas. Christophe Quoi. Colomb dans Mortal Kombat. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, vraiment, quoi. Je trouve que ça manque de saleté. Mais vraiment. entre ça et ce dont tu parlais sur le budget, est-ce qu'on a peut-être le sentiment que Netflix a pas voulu prendre trop de risques? En fait, ils ont voulu jouer la carte de la sécurité, pas dépenser trop d'argent, pas aller trop dans les extrêmes pour voir si ça prenait. Et peut-être qu'après ça Ils va. sont censurés un peu. Enfin, moi personnellement, je trouve que ça fait un peu ça. Vraiment Quoi. tout public. Ouais. Mais après, il y a un paradoxe, c'est que cette série, c'est justement, on disait que ça démarre mal, mais en fait, t'as quand même envie de voir la suite. T'as quand même envie de passer à l'épisode suivant, de regarder ce qui va se passer, de voir la saison 2. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui marche, même si on est déçu par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir. C'est que, je sais pas, c'est un peu de la même façon que j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui était cheap malgré les moyens qui étaient à l'écran. J'arrive pas à saisir pourquoi j'ai envie de continuer. Alors que vraiment, je l'ai regardé en 2-3 jours, un peu comme je pense on est tous dans le même cas. C'est qu'il y a quelque chose qui marche au final. C'est assez drôle. Mais limite, ça fait un nanar, mais dans le bon sens du terme. C'est Oui. que ça a des côtés charmants, en fait. Presque Et du Le coup- Beowulf de Christophe Lambert. Christophe Lambert, c'est Peut-être, déjà Mortal Kombat là, avec Henry Cavill. Non, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, parce que même dans l'esthétique, j'ai vu beaucoup de gens dire ça ressemble à Beowulf. Ouais, mais ça a des côtés charmants et tu as envie de continuer quand même à suivre. Et moi, je regarderai la saison 2, je pense aussi, parce que je suis sûre que la richesse de l'univers, j'ai vraiment envie de creuser en fait. Je pense qu'il y a des choses intéressantes et j'ai envie qu'ils explorent beaucoup plus en saison 2 et ça s'améliore un petit peu en fin de saison 1. Donc je me dis, il y a de l'espoir. C'est pas assez nanar pour être un plaisir coupable, mais voilà, il y a on sent qu'il y a un potentiel. Ouais. Non, mais après, Peut-être qu'en saison 2, ça va foirer et on va se dire c'est mort. si tu veux voir du nanar, tu regardes la version de 2001 polonaise. Là, tu vas te prendre du nanar plein les yeux avec tu sais quoi, je trouve des ça marionnettes. peut-être moins pire par moment. Ah, carrément. Ah ouais, Non. Par moment, je dis par moment. Tu as vu la version polonaise? Enfin, J'ai- c'est un téléfilm. C'est un téléfilm, téléfilm, j'ai vu ouais. 20 minutes. Tu vois, donc, et c'était pas les plus mauvaises. Regardez-le, il est sur YouTube avec des sous-titres Oui, anglais. c'est pour ça, Si vous c'est parlez cool, l'anglais, c'est cool. jetez-y un Ou œil. le polonais. Moi, pareil, moi j'ai regardé un peu plus, j'ai dû faire 30-40 minutes. C'est cheapos, mais c'est vraiment, là pour le coup, c'est cheap. On se plaint des effets spéciaux de Witcher, ça a quand même rien à voir. Hein. On est quand même sur une classe un peu plus haute, quoi. Mais c'est vrai qu'on est plus proche des chroniques de Shannara au niveau esthétique. C'est une série qui avait quand même moins de moyens qu'un Game of Thrones. Mais après, ça a été vendu beaucoup comme le Game of Thrones de Netflix. Je suis pas sûr que eux voulaient le vendre comme ça. C'est-à-dire que ça a été perçu comme ça, et je pense qu'au fond, c'était une volonté. Mais je suis pas sûr qu'en termes de budget, ils essayent de rivaliser avec un Game of Thrones. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'ils attendaient peut-être le succès, comme Game of Thrones a fait. Game of Thrones n'a pas commencé avec des Ouais, non, épisodes. c'est vrai, un- c'est vrai. voilà. Et pareil, la Donc, saison 1 aussi, voilà. ils avaient mis moins de budget dedans. Déjà, ils ont refait intégralement le pilote parce que la chaîne n'avait pas du tout aimé le pilote fait par Tom McCarthy. Mhm. Déjà, ça partait très mal, mais bon, la saison 1 de Game of Thrones était plus réussie quand même que celle de The Witcher. Ce que The Witcher arrive à faire, je trouve, dans cette première saison, au moins, c'est de nous poser des bases. C'est-à-dire que oui, c'est une origin story lourdingue, tout ça.
Après, si tu mets un pied dans le truc, c'est-à-dire si tu dépasses les 2-3 premiers épisodes et que tu vas au bout, tu vas comprendre ce qui se passe. Tu vas pas être non plus complètement paumé. Et ça, je trouve que certes, ils t'ont pas pris par la main et tout ça, mais je trouve qu'au final, même si tu n'y connais rien, tu vas comprendre. Et en ça, ils ont quand même réussi. Ça, c'est et quand même la majorité, enfin pas la majorité, mais il y a énormément de gens qui ont complètement accroché à la série et qui adorent. J'ai vu dans le chat, il y a beaucoup de gens qui adorent. Et je comprends parce que du coup, bah ouais, il y a quand même quelque chose. Je pense que les fans hardcore des jeux vidéo ou des bouquins, voilà, ont beaucoup plus de. Ou alors, faut voir ça comme quelque chose de dérivé. Et dire, voilà, c'est inspiré de Witcher. Est-ce que ça vous a donné envie de lire les livres, Oui. de jouer aux jeux? Moi, ça m'a donné envie de jouer aux jeux. Ça t'a donné, parce que toi, t'es plutôt gameuse. Ça t'a donné envie que ce soit vraiment de une jouer porte aux 3. d'entrée, Apparemment, il faut vraiment que je prenne du temps parce que ça dure super longtemps, mais oui, j'ai envie T'as de jouer aux 60 3. heures, 70 heures. Ah, mais les livres et les jeux aussi, ça me branche beaucoup plus. Alors que j'avais entendu parler de The Witcher 3 notamment, quand c'est là que j'avais découvert un peu l'univers et j'avais jamais joué, mais je me dis, il y a peut-être des trucs intéressants. J'avais une dernière question, toi qui as lu les bouquins. Est-ce que les timelines sont aussi compliquées, emberlificotées? Parce qu'en fait, moi, quand je termine la saison, au moment où tout se remet en place, je me dis, tout ça pour ça? Alors pas du tout. Enfin, inutilement compliqué, quoi. Pas du tout. Le premier bouquin, c'est un recueil de plusieurs nouvelles qui sont presque même des adaptations des contes de Perrault ou de Grimm, mais intégrées dans une mythologie un peu différente. Un peu comme les premiers Conan le Barbare. Où Ouais, c'est ça. Ils voyagent, ils C'est tapent des des petites trucs. nouvelles, on va dire comme ça. Après, tout d'un coup, il y a cette histoire autour de Ciri qui arrive, et très vite, ça devient une quête fil rouge. Mais on a toujours des épisodes d'une chasse aux monstres particulière où on apprend des trucs sur et des personnages secondaires et l'univers, etc., etc. Et tout d'un coup, voilà, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et jusque-là, c'est très très chronologique en soi. Il n'y a pas tous ces mélanges, etc. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que on comprend des choses petit à petit sur une phrase jetée, sur un sous-entendu, un non-dit, une situation où il y a un malaise, on ne comprend pas trop pourquoi, etc. Et au moment où on a la révélation qui arrive et qu'on comprend, mais ce personnage, c'est pour ça qu'il a ses motivations, c'est parce qu'il y a eu... du coup, tu te dis, mais je l'avais peut-être jugé un peu trop vite. Et là, tu rentres dans le cœur de ce qu'avait voulu faire Sapkowski, enfin l'auteur. Et du coup, là, il lâche un peu sa plume et tu t'aperçois qu'il se met à jouer lui-même avec un peu la temporalité, mais plus dans le style. C'est-à-dire qu'il va commencer chaque paragraphe par une phrase. Il va changer un mot. Mais qui va, petit à petit, ça va changer le sens. Et tu vas te le taper 4, 5, 6, 7 fois au fur et à mesure du livre. Et pour avoir comme un marqueur qui va te dire, bah oui, ça, rappelez-vous, à ce moment-là, pour ce personnage, il se passait ça. Et pour celui-là, ça correspond à ce temps-là. Et il y a des partis pris littéraires qui sont pris. Et mine de rien, je comprends qu'ils aient essayé de jouer avec les timelines, mais je trouve pas que ce soit hyper réussi pour autant. Voilà. Il y avait moyen de faire ça beaucoup plus simple. En prenant les trucs comme ça. Et je suis désolé si, quand on vous dit que Jaskier il est éclaté au sol, je suis désolé, il a le charisme du litre morte. Donc lisez le livre, jouez au jeu, et après si vous voulez on discute. Mais c'est pas parce que je vais avoir froissé 3 fanboys que je vais me sentir mal ce soir, quoi. J'aurais aimé cette série. Donc bisous. Ce sera le mot de la fin. Il est colère, Ménron est colère, vous l'avez compris. Mais il vous embrasse. Voilà, c'était la saison 1 de The Witcher, débriefée dans aussi de l'émission. Une saison 2 arrivera pas cette année, plutôt l'année prochaine, je pense. Ouais. Enfin, Sauf serait s'il encore avance plus encore, short, on voilà, à sait moins qu'il pas. le tourne en secret. Pourquoi elle est commandée? En tout cas, une autre Et il série commence en février. Février, ah oui, Mi-février. Une autre série Netflix a fait parler d'elle en ce début d'année. Elle a été mise vraiment en tout début d'année. C'est un Dracula revisité en 3 parties, donc en 3 longues parties d'1h30, qui est donc une revisite du roman de Bram Stoker et qui, comme son nom l'indique, reprend des éléments du roman, mais en fait d'autres trucs. Alors, qu'est-ce que ça vous a inspiré? J'ai vu que dans le chat, il y avait beaucoup de fans de cette série, et je sais que pareil, c'est une série qui a divisé. Reste dans ton coin. Avant de te donner la parole. Chers amis, qu'est-ce qui vous a inspiré ce Dracula? Alors, moi, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Je trouve que la relecture est intéressante. C'est très moderne, c'est très drôle. Ça a un côté un peu burlesque que j'aime beaucoup. Et en même temps, la série est créée par Steven Moffat, pardon, excusez-moi. Et Mark Gatiss, donc, qui était scénariste sur Doctor Who et Sherlock. Donc on retrouve cette patte-là forcément dans la série. Je trouve que ça fonctionne bien. Le casting est vraiment très bon. Claes Bang qui joue le comte Dracula, et je trouve qu'il est vraiment habité par son personnage. Ouais, et Dolly Wells qui joue Agatha Van Helsing. Donc je trouve que le duo fonctionne extrêmement bien.
Et l'histoire est intéressante. Après, je suis un tout petit peu déçue par la tournure que prend la fin de la série, parce que c'est en 3 épisodes d'1 h 30. C'est une série BBC, donc c'est en général, la BBC fait des mini-séries de 3-4 épisodes. Là, c'est sur 3 épisodes. Et j'ai été très agréablement surprise par les 2 premiers épisodes, qui étaient très intéressants, qui vraiment reprenaient le fil conducteur de l'œuvre de Bram Stoker et qui essaient d'un peu de découdre un petit peu tout ça. Mais alors, le 3e épisode qui arrive dans notre société actuelle, en fait, je trouve que ça part un petit peu dans tous les sens. C'est un peu dommage. Ça s'étiole vraiment vers la fin. Donc, un petit peu déçu de l'épisode 3, mais dans l'ensemble, ça reste quand même une bonne mini-série, je trouve. Toi, Maximilien, tu es très fan de Doctor Who et de Sherlock. Est-ce Oui, que tu as retrouvé tes petits? Alors, oui et non, dans le sens où j'ai trouvé ça plutôt bien aussi, un peu comme Megan. Il y a des défauts par-ci par-là. Moi, c'est pas tant l'épisode 3 qui m'a déplu, c'est plus le début de l'épisode 1, où vraiment ils refont tout ce que tu connais de Dracula. Si tu as vu les films avec Bela Lugosi, si tu as vu le film de Francis Ford Coppola, on a l'impression que c'est un peu un pastiche, c'est-à-dire qu'ils rejouent des scènes, ils refont des répliques en tapant des pauses, un peu avec des clins d'œil. Donc en fait, c'est plus quand ils prennent des libertés, c'est-à-dire notamment l'épisode 2 qui se passe uniquement à bord d'un bateau, qui dans le roman et dans les films, en fait, c'est un bateau qu'on voit seulement arriver au port à Londres, si je ne me trompe pas, avec tout le monde qui est mort à son bord. En fait, c'est le bateau grâce auquel Dracula a traversé la mer. Et là, on voit il réinvente ce qui s'est passé avec une fin un petit peu surprenante. Ça, je trouve ça intéressant. Et c'est vrai, quand on m'avait dit une série Dracula par les créateurs de Sherlock, je m'attendais un peu à un décalque en fait, et je trouve que c'est bien qu'ils aient pas fait la même chose, parce que donc Sherlock, c'était les adaptations de Sherlock Holmes dans les années 2010, et en fait c'était vraiment adapté à notre époque, c'est-à-dire les images défilaient assez vite, le montage était très saccadé, il y avait vraiment un côté genre les informations qui circulaient à toute vitesse comme à notre époque, et je me disais ils vont peut-être faire ça avec Dracula. Et avec le recul, je me dis que c'est bien qu'ils aient pas fait ça, parce que ça aurait pas collé. Le côté 18e siècle, avec un montage à la Sherlock version 2010, ça aurait été un peu étrange. Là, il reste quand même dans un côté un peu plus classique, mais en apportant un petit peu quelques petites touches. Moi, un de mes regrets quand même, c'est justement on voit le personnage de Dracula, c'est qu'ils ont l'air de sous-entendre un peu le côté queer de Dracula dans le premier épisode, et ils en font absolument rien. Ouais, c'est vrai. Et tu dis, c'est dommage, parce que justement, que Dracula est très dans la séduction, et tu te dis, le moderniser Dracula, ça veut dire dans la séduction avec les femmes, avec les hommes. Et ça, ils vont pas au bout de leur démarche, alors que c'est vraiment, ça arrive dans les 5 premières minutes, il y a une réplique où on demande à Jonathan Harker, donc, qui est revenu de son voyage chez Dracula, est-ce que vous avez eu des relations sexuelles avec le comte Dracula? Hop, il balance le générique et tu dis, il va peut-être y avoir quelque chose. Et en fait, ça, il l'abandonne en cours de route. Et est-ce qu'il y a de l'érotisme? Parce que les vampires, c'est beaucoup. Enfin, les vampires récents, ils misaient beaucoup sur l'aspect érotique de la morsure et parce que dans les premiers films avec Bela Lugosi, c'était plus la séduction très théâtrale, machin. Mais plus le temps a passé, plus on a pu se permettre des choses avec les vampires. Est-ce que ça va Il y a peu un dans cette peu de direction? tension Moi, j'ai pas sexuelle, vu les 3 épisodes. Il y a un peu de tension sexuelle. C'est vrai ce qui est bien, c'est qu'ils font référence un peu à tous les Dracula. Enfin, pas Leslie Nielsen dans la parodie, Oui. mais ils font référence à Bela Lugosi. Il y a évidemment, on pense à Coppola, il y a des plans qui rappellent vraiment Christopher Lee dans les films de la Hammer. Donc il y a un peu cette tension sexuelle quand même, mais il n'y a pas de l'érotisme graphique, parce que ça reste une série de la BBC comme on le disait. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, je ne sais pas si ça vous a plu aussi, c'est que c'est un Dracula qu'on n'avait pas encore vu, parce que c'est peut-être le personnage le plus joué de l'histoire, et là, qui est vraiment basé sur un côté très à la fois addict, comme un mec de Wall Street addict à la cocaïne, donc il est addict au sang, et très gourmet, c'est-à-dire que en fait il se nourrit des gens, il se nourrit de leurs souvenirs, et donc en fait il choisit du sang aristocratique, et il n'y a pas du tout le côté vampire amoureux, c'est-à-dire le mec c'est un consommateur. C'est pour ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. C'est pour ça que j'ai bien aimé justement c'est vrai. à partir de la deuxième moitié de l'épisode 1, c'est que justement ils arrivent vers quelque chose d'un peu différent. Et il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment plu moi dans la série, c'est que c'est une série Dracula, c'est aussi une série sur Dracula et sur les légendes autour des vampires. C'est-à-dire que c'est une série qui essaie de déconstruire un petit peu tout ce qui est relatif au crucifix, au miroir, à la lumière du jour. En fait, il y a un côté où en fait Dracula lui-même a été nourri des légendes qu'il a générées. Et c'est intéressant ce côté un petit peu métatextuel on met en scène Dracula, mais en même temps on parle aussi de Dracula, de ce qu'il a forgé, des mythes qu'il a créés sur petit et grand écran vis-à-vis des vampires. Donc en ça, c'est vraiment intéressant.
La minute 30 qui vient est à toi. Shoot. Je vais encore décevoir des gens. Non, je peux apprécier l'intention qu'il y avait derrière cette adaptation de Dracula, en l'occurrence. Tout ce que vous avez mis en avant, le parti pris, l'envie de décomposer les choses, de désamorcer d'autres trucs. Mais je me suis embêté. Voilà. C'est juste aussi simple que ça. Je trouve que chaque épisode qui passe est moins bon que celui d'avant. C'est pas très bon signe. Je lisais sur le chat tout à l'heure des gens qui disent voilà, maintenant on parle de série alors qu'il n'y a eu que 3 épisodes. C'est la saison 1. Voilà. C'est Il y a C'est une, trois- c'est une mini-série. c'est une mini-série, c'est ça. Donc voilà, aujourd'hui, je suis. Voilà, même le dernier épisode, je peux comprendre l'envie d'aller mélanger l'histoire de l'infection du sang par rapport aux maladies, etc. Et tout ce qu'on peut en raconter autour du mythe du vampire. Enfin, il y a quelque chose qui se tient là, encore une fois. Enfin. Ouais, c'était poussif pour moi, et notamment le premier qui est le plus fidèle au Dracula qu'on s'attendait peut-être de voir. Là, encore une fois, je suis désolé, hein, mais en termes d'effets spéciaux, c'était compliqué sur certains plans, et je suis désolé de remettre ça comme si c'était la forme avait plus d'importance que le fond, mais ça, quand ça me fait sortir moi personnellement du truc, ça pique un peu. Donc ouais. Mais les Compliqué. épisodes auraient pu être un peu plus courts. Je pense que Ouais. si tu faisais 1 heure Et par c'est long, épisode. ouais. Ouais. C'est Ouais, c'est ça. Non, 1h30. Non, mais si tu faisais que Quasi. 1 Ah heure oui, par ah oui, épisode, pardon. Oui, ouais. Oui, oui, je oui, pense que là, t'étais bien. Parce que là, tu vois qu'il y a des moments Ouais. où ils étirent un petit peu. Carrément. Même quitte à un peu à embrouiller la chronologie aussi, à Une heure faire et des demie. flashbacks, des allers-retours Ouais, dans une le heure et temps. demie, c'est lourd à digérer quand Ouais. même. Alors que sur Sherlock, ça passait très bien parce qu'il y avait un côté enquête, il y avait un mystère et donc il y avait une progression. Là, justement, ils font un peu des allers-retours pour faire tenir la durée. Bah, comme disait Johan, comme on a un Dracula qui est totalement non empathique, en fait, complètement sans sentiment, voilà, Désincarné. c'est aussi compliqué de s'attacher au seul personnage avec évidemment Van Helsing, Qui est très bien, elle. qui elle est Mm. vachement bien pour le coup. Mais sinon, c'est c'est un peu compliqué de garder un ancrage et de garder le fil, l'intérêt aussi au fil du truc. Donc voilà, moi c'était. On est très loin de « J'ai traversé les océans du temps pour vous retrouver Ouais, ». C'est mon imitation de Gary Oldman. Et oui, Voilà. t'as- Donc ça, j'ai c'était fermé le les yeux, débrief je de me suis dit, Dracula. T'es entre le parrain et Dracula. On reste chez Coppola. Ça reste Coppola. Débrief de Dracula, c'est fini. C'est donc à voir sur Netflix 3 épisodes d'1h30. Vous pouvez découvrir ça. On vous a peut-être donné envie ou pas du tout. Par contre, on va vous donner envie et ça se passe juste après le jingle. On va parler de toutes les séries attendues pour 2020 avec Jean-Maxime. Je me suis un peu avancé toutes. Une sélection parmi Ouais. toutes. Voilà. On est 20 séries pour 2020, c'est Ouais, déjà énorme. sur 500, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Donc on a sélectionné 10 séries françaises, 10 séries US. Et tu as Jean-Maxime 40 secondes. voilà, Allez. va nous les pitcher à chaque Ouais. fois. Et puis l'idée, c'est de réagir en plateau, de voir ce que ça nous inspire. On est parti. Alors en préambule, déjà, on va commencer par les séries françaises. Ne fuyez pas, il y a quand même des séries françaises intéressantes, de plus en plus en tout cas. Et là, en 2020, il y a pas mal de séries qui vont aller dans le genre, séries françaises dans le genre, ce qui est assez rare d'habitude. Alors est-ce que ça va être réussi? Ça, on ne peut pas le dire pour l'instant, mais sur les pitchs, en tout cas, c'est assez intéressant. Alors pour commencer, il y a Ils étaient 10 qui sera diffusé ce printemps sur M6. C'est une nouvelle adaptation des 10 petits nègres. D'ailleurs, Ils étaient 10, c'est le titre du roman, puisqu'il va ressortir dans une nouvelle version sous ce titre-là pour éviter la polémique autour du mot nègre. C'est une évolution 2020. Et là, pour la série, c'est Pascal Laugier qui va la réaliser. C'est ça qui est finalement le plus intéressant. Pascal Laugier, il a fait pas mal de films d'horreur. Il a fait Ghostland l'année dernière, qui était plutôt réussi. Il a fait Martyr notamment, Saint-Ange et The Secret avec Jessica Biel, qui était pas mal. Alors là, c'est assez intéressant de le voir faire une série déjà, une mini-série un peu slasher pour M6. Alors je ne sais pas si ça va être très sanglant, parce qu'M6 ne peut pas se permettre non plus d'aller trop loin, mais au moins il y a un point de vue, il y a quelque chose d'intéressant. Dans les séries françaises, souvent c'est la réalisation qui pêche, la mise en scène qui est un peu plate, et là au moins il y aura a priori quelque chose de différent. Et puis au casting, il y a Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec, Romane Boringer, Manon Azem entre autres, plutôt des acteurs assez bons. Ouais. Ouais, moi ça m'intéresse. Enfin, Moi honnêtement, aussi, je suis très très, intriguée.
Enfin ouais, surtout avec Pascal Logier aux commandes, ça peut Ouais. vraiment être très très sympa, même visuellement, parce que même s'il peut pas faire des torrents de sang gore parce qu'il est sur M6, il peut instaurer une ambiance. Ouais, et c'est ça, il est bon en ambiance. C'est qu'il Pascal sait, il Logier. sait faire ça. Puis moi, c'est un de mes romans préférés, Lady Kidney, donc je suis toujours curieux de voir comment c'est adapté et réadapté, parce qu'en fait, tu peux facilement t'en emparer et en faire ce que tu veux, donc je suis assez. Pour faire un roman de curieux. fantasy. Ouais. Est-ce qu'après le risque, c'est pas comme Dracula où on se dit c'est peut-être étalé sur trop de temps, là 3 fois 1h30, d'étaler une série en plusieurs, enfin, un Agatha Christie sur une série assez longue durée. Là, Est-ce que c'est c'est pas 6 le risque épisodes. Après, est-ce que- peut-être que ça va permettre de creuser chaque personnage. Peut-être qu'il y aura un épisode par personnage, quelque chose comme ça. Et la petite différence aussi, c'est que ce sera exotique. Ça va changer un peu de l'Angleterre et tout, puisque ça a été tourné en tout cas en Guadeloupe. Je ne sais pas où c'est censé se dérouler, sans doute sur une île qui ne porte pas de nom. Mais voilà, donc au moins dans l'ambiance, il y aura un truc un peu différent, slasher sur une île, quoi. C'est vrai que la BBC l'avait pas fait mal. en 3 épisodes il y a quelques années, Ouais. et justement, ils arrivaient à creuser un peu le passé des personnages, donc peut-être que, comme tu dis, en fait, on aura plus de temps pour ça. Et du coup, comprendre un peu les liens qu'ils ont entre eux. Moi, vu le choc que m'a fait Martyr tu vois, à l'époque, je me dis, il y a peut-être un truc, ça Ouais. peut être assez intéressant. Est-ce que M6 va le laisser aller jusque-là? C'est pas sûr. Ouais. Ouais, Évidemment. Deuxième série. C'est Stalk. Alors, vous connaissez sans doute Scam France, qui est un petit phénomène en France, et Mental aussi. C'est donc 2 séries de la plateforme gratuite de France Télévisions qui s'appelle France TV Slash. Et leur 3e série, c'est Stalk. C'est une sorte de You à la française. Alors, c'est un peu vite dit, et on n'a pas vu le résultat, mais c'est un peu le même univers, puisque ça se passe avec un jeune homme surdoué dans une école d'ingénieurs qui décide de se venger de ses camarades en les stalkant. Alors, on n'en sait pas vraiment plus, mais ce sera plus mature, a priori, que Scam et Mental. Plus sombre aussi. Et dans le rôle principal, il y a Théo Fernandez, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps dans Le Bazar de la Charité, puis aussi, tu t'en parlais tout à l'heure, dans Irresponsable, qui était le fils du héros, le fils caché du héros. Donc sur Stalk, au premier semestre 2020, dans pas très longtemps. On l'a vu dans Gaston Lagaffe aussi. Dans Oui, les c'est tuches. dans les c'est- tuches. c'est Ouais, pas tuches, que l'acteur des tuches, ouais, c'est ce C'est qu'il le faut coin des savoir. tuches. Qui Finalement, va il y a pas mal de devenir un choses. stalker. Ouais. Qu'est-ce qui se passe C'est pas Penn Badgley physiquement et tout, mais voilà, c'est assez intriguant pour la France de faire ça. Ouais. Ça vous inspire? Bah, à voir est-ce qu'ils vont utiliser un peu le même concept qu'ils ont fait pour Scam, Mental, à sortir des clips comme Je ils pense font que sur leur non, chaîne. ce sera pas comme ça Non. exactement. En tout cas, oui, il y aura sûrement des petits clips, mais ce sera vraiment des épisodes de 30 minutes publiés une fois par semaine. Ouais. J'ai hâte. Troisième film. Série, pardon. Série qui, alors là, est très attendue. Ouais, très attendu au tournant surtout, c'est Je te promets, donc c'est la version française de This Is Us, un gros succès américain que vous avez peut-être vu, une série familiale qui plaît beaucoup aux critiques et au public. Et donc là, TF1, courant 2020, va tenter de faire sa propre version avec un casting plutôt pas mal. Alors, c'est pas un casting de cinéma, c'est un casting de télévision, mais des acteurs qu'on aime bien à la télévision. Il y a notamment Camille Lou, qu'on a vu dans Le Bazar de la Charité, dans Les Bracelets Rouges, Hugo Becker, qu'on a vu dans Baron Noir, dans Au service de la France, dans Osmosis sur Netflix, Marie-Lou Berry, qu'on n'a pas beaucoup vu à la télévision jusqu'ici, mais qui a fait pas mal de films, la fille de Josiane Balasco, et Guillaume Labbé, qui était dans Planqueur récemment. Et donc, l'adaptation, ce qui est intéressant dans cette version, c'est qu'ils vont pas chercher à faire exactement la même chose. C'est pas un copier-coller, ce sera une version française qui va raconter la France. C'est en tout cas le but. Ce sera un peu politique aussi. Et il y aura beaucoup de références pop culture. Ils ont déjà parlé du Club Dorothée, d'Hélène et les garçons, de Goldorak. Ils vont parler de ce genre de choses à travers la série. Et puis il y aura un nouvel acteur qu'on connaît pas encore qui s'appelle Narcisse Mam, qui va jouer l'un des 3 enfants de l'histoire. Et c'est bien aussi de faire des découvertes. Le casting de la série américaine, tout le monde n'était pas hyper connu. On a découvert des gens super. Et là, c'est peut-être l'occasion aussi de mettre en avant de nouveaux acteurs. Voilà, je te promets. De la même manière que Play, ça s'inscrit. On a l'impression que voilà, les années 80, c'est fini. C'est la mouvance 90s. Là. Ouais, On est à années fond là-dedans. 80-90. Voilà. Ce sera, puisque This Is Us, si vous l'avez vu, c'est sur plusieurs timelines. On suit les enfants, ados, Mais enfants et c'était plus adultes. années 60, 70, non? Ou c'était 70, oui. ouais. Ouais, Ouais, c'est 70, c'est ça. ça. Donc là, 80. on passe dans les années 90, on Ouais. assume totalement que c'est les 90s et tout ça. Quoi. Très bien. Je te promets, ça vous Sur ce inspire? que, en fait, la façon dont on en parle, Jean-Maxime, en fait, ça me donne plus envie que sur le papier le côté remake français de This Is Us. Ce sera pas un copier-coller du tout. Il y Bah a un non, j'avais personnage peur que ce qui- soit mouche par rapport à Ah. Fleabag. Non, non, non. Et Quelle du coup, catastrophe. si au moins ils prennent un peu Quelle de liberté et qu'ils font ça à leur sauce, bah ouais, franchement. Mais ils bah, au moins, devraient par ne pas curiosité. brander comme ça, en fait, à dire ça va être un Oui. remake de This Is Us, etc. Ah, Je pense que ça fait fuir des Ils gens, auraient en pu fait. l'appeler Ça c'est nous, ça aurait été un peu foireux. Et là, au moins, il y a un changement de titre un peu Ils différent. peuvent pas le cacher, donc Oui, ce serait bien sûr. du Ouais. plagiat, donc voilà, ils sont obligés de l'assumer.
Puis il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas vu This Is Us en France parce que ça reste une série Ah oui. qui n'est Tout pas le monde n'a hyper pas grand Canal public. et c'est c'est Canal, pas hein. non Voilà, plus. elle passe sur Sister, mais bon, qui regarde Sister, donc ouais. Donc ça sera à voir. Enfin, il n'y a pas de date encore. Non, Courant c'est en 2020. tournage dans un mois, donc. Oui, donc c'est ça va vraiment être plutôt fin d'année. Ouais, fin plutôt d'année. Très bien. Sur Netflix, gros truc aussi avec la Révolution. Ouais, la Révolution. Alors après les sorcières dans Marianne et le vaudou dans Mortel, ils vont s'attaquer aux zombies cette fois-ci. Et donc le pitch là aussi il est assez original puisque c'est des zombies au moment de la Révolution française. C'est réécrire l'histoire mais avec cet élément-là en plus. C'est à peu près tout ce qu'on sait. On connaît pas le casting. Netflix est assez secret là-dessus. En tout cas, le tournage est terminé, donc a priori c'est quelque chose qui arrivera assez rapidement. La seule chose que Netflix a bien voulu dire, c'est que ça allait être épique, sauvage et profondément romanesque. Donc avec ça, C'est le bazar de la charité, Ça veut dire que- Avec les version zombies. Walking Dead. Il y aura Ouais. des histoires d'amour zombies et en même temps il y aura des émeutes dans les rues zombies. Et, Il y avait eu- Et le truc, c'est qu'ils vont Visuellement, devoir ça peut être guillotiner les dingue, zombies, et ça va être bien. Il y avait eu Orgueil et Préjugés et Zombies. Ouais, Ouais. et pas rigolo, Il y d'ailleurs. avait eu Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Voilà. Bientôt, tu vas voir Il y a Pompidou, la chasse au Fayette, loup-garou. les vampires. mine de rien, on n'a jamais eu de série française avec des zombies, donc Et si on, Netflix si on- essaye. si on découvrait que c'est la guillotine qui est en fait le fait de guillotiner qui Ah ouais. fait que tu deviens zombie. Et si Ah. t'es pas guillotiné, tu t'en sors. Ou qu'on a inventé la moi, je pense à guillotine l'inverse, contre ouais. les zombies. Moi, je pense à Peut-être ça, aussi, exactement. ouais. C'est Non, fort, mais visuellement, c'est ça fort. peut Je pense donner que des tu es trucs sur très une forts. piste parce que dans le synopsis original, il parle de la guillotine comme ça, mine de rien. donc- Bah, c'est-à-dire que les Ah. zombies, t'es obligé de leur couper la tête. Bon, à l'époque de la Révolution française, Ouais, ils ont ouais. créé une arme pour ça. Ça peut être gueudin. Mais tu vois, comme tu dis, au moins, il y Vraiment. aura eu la tentative. On sait pas ce que ça va donner, mais on Marianne a tenté était de faire un truc plutôt rigolo. pas mal dans son genre. Mortel aussi. aussi, donc on peut avoir confiance. C'est Netflix. Ouais, c'est Oh, ils ont un peu de caillasse à mettre. En Par plus. contre, j'ai juste un petit doute sur le titre de la série. Enfin, en fait, quand on lit le titre comme ça, la Révolution, on se Ouais. dit ça va être un truc lambda Historique, sur la Révolution. Mm. Je sais pas, la Zévolution. Enfin, je sais pas, faut qu'il Ouais. rajoute un Z. quelque Ouais, globalement, ils font Révolution pas et besoin zombies. d'originalité sur les titres, mais bon. Un autre, alors on parlait de Je te promets, qui était donc une adaptation de This Is Us, une autre adaptation. Ouais, il y en a beaucoup. Pour le coup, ça c'est une double adaptation puisque c'était à la base une série israélienne qui s'appelait Beauty Pool, qu'on n'a pas tellement vu ici, et là, qui a été ensuite adaptée aux États-Unis, ça s'appelait In Treatment, et ça devient En thérapie pour la France. C'est pour Arte, ça arrivera courant 2020. Et donc le concept, c'est le même que dans tous ces pays. C'est une histoire centrale qui est déclinée en 5 épisodes par semaine, centrée sur un personnage qui est en thérapie. Donc en fait, une séance égale un épisode, il y en aura 35. Ah oui. Ouais, quand même. Je ne sais pas comment ils vont être diffusés, honnêtement. Je ne pense pas que ce sera un par jour. Hein. Ils vont nous faire des blocs de 5-6 épisodes, mais de 30 minutes. Et donc là, ce qui est intéressant dans cette adaptation, c'est que ils vont prendre en compte les attentats de novembre 2015, ce qui n'a pas été tellement fait à la télévision, un petit peu au cinéma, puisque les personnages vont se retrouver. En fait, ça commence juste avant les attentats et ça se finit quelques mois après. Donc ça va être un élément extrêmement important de l'histoire et comment les personnages réagissent aux événements, alors qu'à la base, évidemment, ils ne sont pas liés aux attentats. Il y a pas de, voilà, c'est comment nous tous, en fait, on a vécu les attentats. Voilà. Et c'est avec Reda Kateb, Anaïs de Moustier, Carole Bouquet et Pio Marmaille, donc plutôt un casting pas mal. Oui. Ouais, casting intéressant. Mais est-ce que ouais. c'est pas beaucoup 35 fois 30 minutes? Si, clairement. Après, ce qu'on Je pouvait suis faire... d'accord avec cette Je question. suis en train de Vous pouvez multiplier faire- dans ma tête et je dis, ça fait beaucoup quand même. Ce qu'on pouvait faire avec la version américaine, je pense que ce sera pareil, c'est regarder uniquement les personnages qui nous intéressent. Ouais. Puisque ils sont pas liés en fait entre eux. Oui, c'est des Donc, one-shots à chaque fois. Si on accroche sur un personnage en ayant vu un épisode, peut-être qu'on peut continuer et puis zapper ceux qui nous intéressent moins. Il y a des Ouais. flashbacks aussi dans le. Dans la version américaine, non. C'est vraiment de la conversation. Ah ouais. Ça, c'est vrai aussi que c'est assez Et ce particulier. qu'il faut savoir, C'est c'est que spécial pas le comme fait que ce format. soit un remake. Moi, j'ai fait une interview du créateur de la série originale et il disait que c'était là, ce qu'il a impliqué sur celle-ci, il disait que c'était la 20e ou 50e adaptation de sa série. En fait. Ouais, mais Je pense chaque que pays. tous les pays, en fait, ont Ah ouais. parce qu'en fait, comme tu disais, c'est un Comme Fort Boyard. concept exactement. Alors le père Froid sera pas là cette fois-ci, mais c'est un concept que tu peux récupérer et adapter à ton propre Et qui pays. en coûte fait. pas cher. Bah non, bien Ouais. sûr. Il y a une unité de lieu, c'est assez Ouais. simple. Ça fait penser à celui qui est sur Netflix dans la salle d'interrogatoire. Je sais plus comment. Criminal, Ah, ouais. criminel. Ouais. Voilà, c'est un Ouais, peu voilà, le c'est le genre de concept, truc Ouais, que tu c'est peux un peu adapter ça. facilement. C'est comme Fort Boyard en fait, c'est un concept passe-partout. Oh Pas mal. La cagnotte. Et je sais pas si on a précisé que C'est c'est. son numéro, ça commence. Voilà, Toledano et Nakash, Ah ouais. c'est ça qui qui ont Ah, fait pas mal de Oui. films qu'on a aimés, Intouchables, Hors Normes et Le Sens de la Fête. Donc c'est vrai qu'on peut leur faire confiance. Du coup, ça va pas être de la comédie, mais on sait qu'ils sont assez forts pour mélanger la comédie, le drame de manière assez Naturel. maligne et naturelle. Donc ça peut être vraiment intéressant. On Ok. quitte la salle de thérapie pour aller à la rencontre des ovnis. Ouais, dans les années 70, ça c'est pour Canal+, c'est aussi dans probablement premier semestre de l'année.
C'est donc sur un ingénieur spatial muté dans un bureau d'enquête spécialisé dans les ovnis au sein d'une équipe excentrique. Donc ça fait un petit peu penser sur le principe à X-Files. Et en fait, sa mission, c'est de trouver des explications concrètes, scientifiques, à des événements inexpliqués. C'est Melville Poupeau qui tient ce rôle qu'on aime beaucoup. Enfin, voilà. Melville Poupeau, ouais, carrément. Très bon acteur. Il a déjà fait une série il n'y a pas très longtemps, Insoupçonnable, qui était assez réussie. Et c'est Anthony Cordier qui réalise tous les épisodes. Anthony Cordier, il a fait Douche froide et Gaspard va au mariage. Ce ne sont pas des films qui ont été très vus. Ah oui, mais Gaspard va au mariage, j'avais détesté. C'est des films qui ont un vrai parti pris. En plus, c'est un vrai auteur, le mec. Voilà. Et c'est des épisodes de 30 minutes. Donc les années 70, les ovnis, c'est un truc là aussi qu'on n'a jamais fait en France. Il y a une bonne remarque de Théo Gosse dans le chat qui dit que ça ressemble beaucoup à Projet Blue Book, qui est une série de Alors, j'ai Warner. pas vu cette série, mais je vois... Oui, c'est vrai. Mais après, c'est vraiment très américain, Projet Blue Book, parce que ça parle beaucoup de Roswell et compagnie. Là, on est vraiment dans la France. D'ailleurs, enfin, c'est pas un sujet en France. Qui a les ovnis. du Gévaudan. Si, les apparitions dans le sud de la France, là, quand il y avait le triangle dans les années 90, vous vous souvenez, là, en Belgique, tout ça. L'émission Mystère de La Jacques vague Pradel. belge. C'était passionnant, ça. Non, mais c'était en passionnant, fait, très il bien va reprendre tous les cas de l'émission Mystère de Jacques Pradel. En fait. C'est ça. Très bien. Ensuite, on parlait de zombies, il y a des vampires. Et oui, Netflix Aussi. va tout nous faire. Donc D'accord. là, c'est les vampires, pardon, et ça s'appelle Vampire pour pas trop chercher loin. Au moins, les titres sont simples. Sur le stream. Donc, Comme souvent avec Netflix, ce sera une série un peu ado, mais pas que, puisque ce sera centré sur une héroïne ado mi-humaine, mi-vampire. Je ne sais pas ce que ça veut dire précisément, mais visiblement, ça va un peu être différent des mythologies habituelles du vampire. C'est Oulaya Amamra qui jouera ce rôle principal. On l'avait découverte dans Divine, film qui était sorti en 2017 et qui est dispo depuis pas très longtemps sur Netflix. Et je vous encourage à le voir, il est vraiment très réussi. Et il y a aussi Suzanne Clément, qui a beaucoup tourné avec Xavier Dolan. Dylan Robert, qui était une révélation de Sherazade l'année dernière. Donc un casting jeune, plutôt bon. Et là encore, un sujet que la France ne traite jamais, les vampires. Est-ce qu'ils vont réussir à renouveler le genre? C'est toujours ça la question. Puisque... Il y avait eu les Charlots contre Dracula. Et ça, Ah oui. donc là, le vampire n'est pas bizarrement, Je crois que étranger. les jeunes abonnés à à la- Netflix n'ont pas vu ce film. C'est vrai. Et on, oui, on a Dracula, l'impression Netflix, quand même c'est pas la que peine. Marianne a ouvert une porte quand même. Ouais. Un peu de Après, dire c'est- aussi bien au public qu'aux décideurs de dire oui, en France, on sait un peu faire quand même. Bah, Netflix essaye de se mettre là où les grandes chaînes ne vont pas. Il y a TF1, France 2, M6 n'ont jamais fait de série de vampires ou de zombies, donc c'est l'occasion aussi de tenter quelque chose. Ils ont raison. Puis en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ne cherche pas à copier ce que font les Américains, mais que vraiment on trouve notre propre identité. Ce qu'ils ont fait sur Mortel et Marianne, et ça marche bien. Avec souvent des jeunes scénaristes en plus, qui n'ont pas forcément fait grand-chose avant, mais qui ont des choses à dire. En fait, c'est beaucoup de gens qui veulent faire des films. Souvent, c'est des gens qui veulent faire des films de genre, mais on leur dit il n'y a pas de budget et il n'y aura pas assez de public. Donc forcément, la télé, c'est une bonne porte de sortie et c'est chouette. Après, les vampires, c'est hyper casse-gueule quand même. Hein. Comme on disait, on en a vu et revu des Ouais. trucs des vampires. C'est très dur d'être original. Donc moi, j'ai très peur que ça passe. J'ai qu'une expression un petit peu comme un paix dans le vent, tu vois. Voilà, c'est-à-dire, ouais. voilà. C'est de partir là. Il y a que ça qui me vient. Je trouve pas un équivalent poli. Enfin voilà, c'est pas grossier non plus, mais voilà, le truc qui passe inaperçu. Voilà, inaperçu, c'était mieux. il Mais- y avait ça. il y avait ça. Il y avait Euh, Moi, ça, ouais. c'est imagé, Je quoi. propose qu'on crée la chronique Paix dans le vent de Corentin. Il faut savoir que dans notre rédaction, Corentin a un petit fichier Excel où il garde les expressions un peu pourries un peu lancées par rigolo. les uns les autres. Bah, tu pourras rajouter Je celle-là, pourrais parce que rajouter celle-là tu qui est n'avais pas bien encore pourrie. contribué toi-même à ce Ce serait document. C'est vrai, de ton c'est livre, vrai. ça Voilà, aussi. voilà, les expressions de la rédac, et ben celle-là est déjà dedans. Déjà C'est cool. très bien. Adaptation encore, alors d'une adaptation d'un film en Ouais. série. Il y a déjà tes yeux. Je ne sais pas si vous aviez vu cette comédie qui était sortie en 2017 de Lucien Jean-Baptiste. Mhm. Bah, ça va devenir une série, ça va être la suite qui se déroulera quelques années après le film, puisqu'en fait, l'histoire c'était un couple noir qui adoptait un bébé blanc. Et là, ça va se dérouler quand le bébé a 14 ans désormais. Donc, et ça a l'objectif d'être dans la veine de Fais pas ci, fais pas ça, qui manque beaucoup au public et à France 2 aussi, qui cherche à avoir une nouvelle série familiale forte. Et donc là, il se base sur un succès au cinéma, à voir si ça peut prendre en série. Et la grande originalité, mais c'est un peu triste à dire, c'est que ce sera la première série française avec des personnages noirs en majorité au casting. Il n'y en a pas eu, on est en 2020 et ça va enfin arriver. C'est quand même assez incroyable. Et il reprend les mêmes personnages, les mêmes acteurs. C'est vraiment une suite. Est-ce qu'il reprend Vincent Elbaz, qui était quand même le. Non, c'est le merde. seul qui revient pas. Je sais Ah, plus qui le c'était- remplace, mais C'était- Ariel Mallet. c'est ça. Ouais. Ah, c'était le mieux du film en plus. C'était- C'est dommage. On voulait voir un spin-off sur Manu. Bah C'est ouais, vrai que- bah, mais du coup, voilà. du coup, c'est pas impossible. Maintenant, c'est peut-être qu'il va y partir faire sa propre série, mais Ça arrivera très vite, en tout cas, sans doute. je pense en que c'était février. vraiment le personnage, sur le papier, le personnage vraiment un peu classique, du branleur, tout ça, mais je sais pas, il arrivait à en faire quelque chose de bien.
Mais Ouais. si vous n'avez pas vu le film, voilà, qui était vraiment une Oui. jolie surprise, c'était Ouais. à la fois drôle, touchant, enfin drôle avec le personnage de Vincent Elbaz, hyper touchant avec le couple Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste. Hyper actuel aussi. C'était très chouette et donc ça peut donner une série très sympathique. Il nous reste 2 séries françaises. La Passerait. première est un événement Oui. pour Netflix, je crois. Oui. Non, Arsène ou Lupin. pas Arsène Lupin. Oui. Ah, Ah, ils font un Arsène Lupin sur Eh oui. Netflix. Ouais. Ouais, Ouais. nouvelle version. Alors, on en sait C'est assez bien peu fait. sur l'histoire, mais c'est quand même Omar Sy qui va le jouer. La première photo. Et oui, voilà. Alors, est-ce que c'est une version moderne où il avait encore ses poupées, ils n'ont pas vu? Parce A que moi, ça priori, m'inquiète un peu. Oui, oui, oui. Petit quiz d'ailleurs, qui avait créé le personnage? Louis Maurice Leblanc. Leblanc. Maurice Leblanc. Ah ouais. Euh, donc ouais, on ne sait pas grand-chose à part un casting. Il y aura aussi Ludivine Sagnier. Et puis c'est Louis Leterrier qui va réaliser ces épisodes. Il a déjà travaillé avec Netflix pour Dark Crystal, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il a lui aussi un style, il a quelque chose, je pense, à apporter à cette série, à cet univers-là. Mais on sait absolument rien d'autre. On sait juste que le dernier film en date avec Romain Duris, c'était pas extraordinaire. Donc ça peut aller dans... On sent que c'est une série qui est plutôt faite pour peut-être plaire à l'étranger. Pour le coup, une série française qui peut marcher à l'étranger parce que le personnage est connu partout. Ouais, puis Omar Sy à l'étranger Ouais. aussi, c'est une valeur sûre. Ouais. Alors moi, le pilote, et on verra, parce que, et le pilote est un peu C'est arculant. casse-gueule. Là, hein, pour ouais, le coup, ouais. Arsène Lupin. Bah, là, c'est que, quand tu vois la photo, tu Oh là là. penses un peu à un mix entre Arsène Lupin et son personnage de Intouchable. Ça sent la Tu naphtaline. sens à mort, un quoi. Arsène Lupin qui va danser avec son béret. Ils ont essayé depuis longtemps de faire un film Arsène Lupin qui s'est jamais fait, et là ils se disent on fait une série. Ouais, mais là, peut-être si- si- là, si- si- en même temps, s'ils si- n'arrivent pas à le monter au cinéma, c'est Si peut-être. c'est modernisé, peut-être que ça peut apporter un truc un peu nouveau. Après, Ouais. c'est peut-être pas pour nous, justement, comme vous disiez, et c'est peut-être destiné au marché international. Ce serait cool de voir Paris aussi sans forcément un vieux moustachu avec une baguette et une marinière. quoi. Enfin, tu vois, Dans je dis une ça. deux chevaux. Dans une deux chevaux. Enfin, voilà, donc, du coup, si ça peut représenter un Paris un peu plus réel, pourquoi pas. Enfin, tu vois, c'est peut-être ça aussi, je sais pas. On sait si la série est tournée en français et en anglais, enfin genre 2 versions. Elle est tournée en elle français. est C'est tournée en vraiment français. une série française, 100% française. Et elle est tournée à Paris en ce moment d'ailleurs. Donc, c'est Omar Sy vraiment pourra se entendu. doubler, parce qu'il a déjà joué en anglais, donc si jamais elle s'exporte. Tout à fait. Et la dernière grosse série française attendue aussi, pas encore datée, mais voilà, très attendue, et on vous montrera des images juste après. Elle se passe dans le milieu du rap. Ouais, c'est C'est validé. C'est la première série française sur le monde du rap. Elle est signée Franck Gastambide, vous le connaissez, je ne veux pas le représenter. Il y aura pas mal de guests dans cette série. Il y aura Cool Chain notamment et Bustaflex, je ne sais pas qui c'est, mais Bustaf. ça a l'air d'être Bustaflex. quelqu'un de très C'est un connu. poulain, c'est un poulain de Cool Chain. D'accord. Et Sabrina Ouazani pour un des rôles principaux féminins, qui est Madame Gastambide dans la vie, si je dis pas de bêtises. Non, c'est vrai. Ouais, Ouais. c'est ça. Et donc ça raconte l'histoire d'un rappeur qui débute et qui est propulsé au rang de star lorsqu'il est validé par une star du milieu, peut-être c'est Cool Chain, c'est pas précisé. Et ça va vraiment être un pur drama, a priori, et pas une comédie, même si Gastambide fait plutôt des comédies habituellement. C'est vrai que c'est ce que les images laissent entendre aussi. Et c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Enfin, voilà, il a vraiment porté ce projet. Et par contre, ça n'a rien à voir avec le projet de biopic sur NTM. C'est pas parce Non. qu'il y a Cool Chain que c'est. Non, il y a deux projets, il y a un film et une série pour Arte aussi sur NTM. Donc le rap maintenant arrive à la télévision, au cinéma, c'est intéressant. Ça vous inspire ce. Ouais, je pense. Bah, au vu des premières images, franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Et le casting, Sabrina Ouazani, bon, j'aime beaucoup perso. Il y a aussi Hakim Djemili qui joue pour le coup un rôle, mais pas du tout de mec marrant, etc. Il joue un rôle apparemment d'un mafieux, un peu de ce que j'ai compris. Et du coup, ouais, non, moi ça m'intrigue. Et en plus, le rôle principal est tenu par Attic, qui est un petit rappeur là qui perce un peu en ce moment, enfin qui perce même depuis assez longtemps. Et voilà, donc intrigué de le voir dans une série, quoi. Après Fianso, Nekfeu, qu'on a vu au cinéma. Voilà, quoi, voir représenter le rap dans une série, c'est cool. Eh ben, vous disiez que les premières images étaient plutôt prometteuses. Validé, ça ressemble à sa bande-annonce. T'es chaud, on te balance une instru? Ouais, on peut essayer. Ouais. Ok, allez, c'est parti, instru maintenant. Force mon refrain. Par exemple, on va parler un peu. Ce game, tu l'oublies. Sinon, je vais te faire une guerre, t'es pas prêt. T'as compris là? Ça va, mon garçon? Tout va bien, maman.
C'est à voir prochainement sur Canal+, validé, signé Franck Gastambide, qui nous plonge dans le milieu du rap. Une première pour une série française de nous faire plonger dans ce milieu-là. Ça va être plutôt intéressant. On passe maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, comme on dit, pour découvrir les 10 séries américaines qu'on attend beaucoup en 2020. Il y a énormément d'autres séries. Si on a un peu de temps, on parlera des séries renouvelées qu'on attend. Mais déjà, là, on va parler de 10 nouvelles séries. Ouais, on va commencer par une série qui arrive vraiment dans peu de temps, c'est Lock and Key. C'est le 7 février sur Netflix. Alors, on a parlé tout à l'heure de The Outsider, une série adaptée de Stephen King. Là, c'est une série adaptée de son fils, Joe Hill. C'est une série de comics qui est sortie entre 2008 et 2013, qui est très aimée apparemment. Et donc, il y a eu plusieurs projets d'adaptation pendant plusieurs années, depuis 2013 en fait. Tous ont échoué avant d'arriver à l'antenne. Et là, donc, c'est la première qui arrive. Elle est produite par Carlton Cuse, qui avait fait Lost et Bates Motel notamment. Et c'est sur 3 frères en quête de clés magiques dans la demeure lugubre où ils ont grandi, et ces clés donnent accès à des pouvoirs spéciaux. Il y a un démon qui veut également récupérer ces clés. Ça a l'air d'être un peu dans l'esprit Stranger Things, Haunting of Hill House. Donc ça peut être un gros carton pour Netflix, ça a l'air d'être très attendu. Je ne sais pas si c'est votre cas. Ah ouais. Récupérer des clés, on reste dans Fort Boyard. J'ai pas perdu le fil rouge. Tout à fait. Moi, j'ai commencé la BD il y a assez peu de temps. Je trouve ça vachement bien. Et il y a un côté, mais il y a un côté très violent aussi. Je sais pas si ça. J'ai un peu peur que ce soit édulcoré sur Netflix, mais il y a un mélange de psychologie parce que les héros, comme leur père a été tué sous leurs yeux, donc c'est aussi pour ça qu'ils vont dans cette maison-là. Il y a des mystères aussi, il y a des pouvoirs magiques. Il y a un truc qui fonctionne vraiment bien et tu as envie de voir la suite. Donc je me dis qu'en série, ça a vraiment un gros potentiel. Moi, je sais pas que j'ai pas spécialement envie, mais est-ce qu'on en a pas marre des séries fantastiques? Pas au sens général, mais maintenant, tu as l'impression qu'il faut toujours un démon, un vampire. Sur le papier, avant de lire la BD, je me disais, ouais, bon, c'est un peu comme toi, en fait. Et je me dis, vu le potentiel qu'il y a, vu l'histoire que ça raconte. Je suis un peu perdu sur Clé Magique. C'est Clé Magique qui on ne comprend pas très bien. Non, mais c'est quoi elle mène, ces clés. C'est dans le tome 1, et en plus, on le voit assez vite. En fait, tu as une clé qui ouvre une porte. Et en fait, quand tu franchis le pas de la porte, en fait, tu t'effondres et c'est ton fantôme en fait qui après peut se balader. En fait, il faut qu'après tu reprennes possession de ton corps pour renaître entre guillemets. Donc c'est ce genre de clé en fait. En fait, moi, j'ai pas de problème majeur avec le fantastique ou etc. J'ai plus, il y a de la place tant qu'on me sert quelque chose de qualité. Tu vois, par exemple, la série Watchmen de cette fin d'année. Je signe n'importe où pour en voir d'autres de cette qualité-là. Enfin, tu vois, c'est plus ça en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Arrêtez tu vois, sous prétexte que c'est magique, on peut faire ce qu'on veut. Non, ça marche pas. Voilà, c'est très bien résumé, ça. C'est parfaitement résumé. Deuxième série qu'on attend beaucoup, que moi personnellement, là, j'attends beaucoup. J'espère qu'on est sur la même. Love, Simon, la série. Oui, tout à fait. Parce que j'avais beaucoup aimé le film. Ouais, Love, Simon qui arrivera. Donc il n'y a pas que Mandalorian sur Disney+, il y a aussi Love, Simon, quand ça arrivera en France, donc le 31 mars. C'est une adaptation en série du film sorti en 2018, qui était la première rom-com gay d'un grand studio hollywoodien. Ça reprend à peu près la même histoire. Ça prend en compte le film malgré tout, c'est-à-dire que le héros du film devient le narrateur de la série et rencontre, en tout cas converse sur Internet avec le héros de la nouvelle série, qui est joué par Michael Cimino, qui n'a rien à voir avec le réalisateur, qui est mort d'ailleurs. On espère, sinon c'est encore une série de zombies. Oui, pour jouer un ado, c'est quand même compliqué. Et donc c'est la même histoire, c'est un ado qui cache son homosexualité à sa famille et ses amis au lycée, qui va tomber amoureux, et ça va entraîner plein de situations drôles et émouvantes. Pour Disney+, donc ce sera sans doute comme le film, très gentillet, mais c'est plutôt intéressant de proposer ce genre d'histoire aussi. Mais est-ce que ce sera pas trop long? Parce que j'aime bien le film aussi, je trouvais que c'était vraiment une belle surprise, mais est-ce qu'en série ce serait pas un peu trop long? Après, c'est toute la question. Ou peut-être de faire une anthologie, peut-être. Je pense que c'est pas ce qui est prévu, mais après... Même sur une saison, est-ce que c'est une saison? Il y a un côté familial qui peut se prêter à la série si on développe un peu tous les personnages, les parents notamment, qui étaient très bien dans le film, mais pas hyper présent. Il y a plein de choses à faire. La bande de potes à suivre. Non, c'est vrai. Ça peut être sympa. Et si vous n'avez pas vu Love, Simon, c'était un joli petit film. Donc ça sera à voir sur Disney+. On a écarté de cette sélection les séries Marvel, Disney+, puisqu'on vous en parle assez tout le reste de l'année. Il y en aura 2 en tout cas cette année. Voilà. Mais on n'en parle pas ici. Par contre, on parlait tout à l'heure de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho avait déjà adapté le trans-personnage Snowpiercer. Et ça revient. Ouais, sans lui. Il n'est pas du tout lié à cette série. Donc le film était sorti en 2013. On parle d'une série depuis un petit bout de temps maintenant, une adaptation. Elle va enfin voir le jour. Alors, il y a eu plein de soucis en coulisses. Ça a changé de showrunner, de chaîne 1000 fois. C'est clair. Mais elle arrive enfin. En tout cas, chez nous, ce sera sur Netflix.
C'est Netflix qui l'a acheté à l'international. On garde la même histoire. On n'en sait pas tellement plus, si ce n'est qu'il y aura Jennifer Connelly et David Diggs dans les 2 rôles principaux. Une saison 2 est déjà commandée. Donc ils sont assez confiants visiblement sur la réussite de la série. Visuellement, ça a l'air vraiment pas mal, les quelques photos qu'on a vues. Après, est-ce que ça a un intérêt de développer sur plusieurs épisodes, au moins 2 saisons, une histoire qui tenait très bien en 2 heures? C'est pas sûr. Mais c'est une série qui ne coûte pas cher parce que c'est dans un train, quoi. Ouais. Enfin, Oui. Non, mais c'est vrai. Mais ça peut ils suggérer prennent un studio, qu'à la fin de la saison 1, t'es qu'à la moitié du train, quoi. Voilà. Voilà. Parce que c'est quand même une histoire où on remonte le train. Ouais. Et puis surtout que c'est adapté d'une BD qui est terminée. Donc il y a un seul tome qui, bon, même s'il est assez épais, tu vois, c'est pas comme Lock and Key où il y a plusieurs volumes et tu te dis on peut étendre l'histoire sur plusieurs saisons. Là aussi, il y a un Ah, c'est côté social aussi qui peut être un peu plus développé. Il y a quand même, c'est un très long train avec plein d'univers différents. Ils peuvent en rajouter. Il y a quand même des choses à faire, mais au-delà de 2 saisons, je suis pas sûr que ça puisse tenir le coup. Puis bon, une série de bagarres, c'est pas si souvent. Tu vois, il y a Ouais. des séries où ça se castagne. Voilà, moi j'aime bien. C'est J'aime bien ça. Bagarre. C'est ça. On attend aussi cette année Walking Dead. Bon, évidemment, saison 11, on en est à la 11. La suite de la 10, puis Voilà, la 11. et puis voilà. la 11, Fear the Walking Dead saison 6. Ouais, Mais on attend attend un peu moins. aussi un nouveau Walking Dead saison 1. Ouais, ça s'appelle World Beyond, ça sortira au printemps, donc entre Walking Dead et Fear the Walking Dead. Ça sera une série ado plutôt, donc c'est là où c'est un peu différent de ce qu'on a déjà vu. Une série ado et plutôt féminine aussi, puisque c'est des héroïnes avant tout. Ce sera donc consacré à la première génération de survivants après l'apocalypse, qui ont grandi avec l'apocalypse, qui n'ont connu que ça. Et d'après les premières images, ça ressemble quand même visuellement beaucoup à ce qu'on a déjà vu dans Walking Dead. C'est toujours tourné à Atlanta, pas trop de différence, mais bon, pourquoi pas s'adresser aux ados avec cette série. Donc avec une timeline qui vient s'inscrire, parce que le Fear the Walking Dead racontait vraiment on voyait presque la Devait. première contamination, enfin devait initialement. Bah, ça Voilà. commence. Ouais. Voilà. Et alors, il y a des fans de Walking Dead. Est-ce qu'il reste des fans de Walking Dead autour de ce Non, mais moi je plateau suis quasiment à jour sur la saison 10. Là, j'attends. Ouais, voilà. C'est je suis On suit encore. toujours. Est-ce que Stop ou encore une 3e série dans cet univers, en avait-on vraiment besoin? Non. Non. Voilà, très bien. Non. Question Merci. suivante. Question suivante. Très bien, très bien. Non, mais faut arrêter. Très bien. vraiment. Bah ouais. Non. Pour la série suivante, encore une adaptation de film. Décidément, Ouais. le cinéma inspire beaucoup. Ça s'appelle Ratchet, ce sera diffusé en septembre 2020 sur Netflix, donc c'est pas tout de suite. C'est l'adaptation de Vol au-dessus d'un nid de coucou, donc un film culte sorti en 1976. C'est avec Jack Nicholson. Cette fois-ci, c'est le créateur d'American Horror Story, Ryan Murphy, qui s'attaque donc à cette histoire. Ce sera un préquel centré sur l'infirmière psychopathe qu'on a vu à l'écran il y a un instant, qui est jouée cette fois-ci par Sarah Paulson. Donc Ryan Murphy met à toutes les sauces dans toutes ses séries, C'est mais clair. qu'on aime beaucoup. Elle est très bonne, hein, mais bon, Ouais. voilà. Il y a déjà 2 saisons qui sont commandées, donc là aussi ils sont assez confiants. Ce sera une série qui racontera un peu comment elle est devenue complètement Méchante. folle. Voilà, peut-être ses premiers meurtres, peut-être son enfance aussi, on ne sait pas trop, mais il y a plein de choses à raconter sans doute. Sans doute. Un sûr, non vaccin qui a mal Non, mais moi tourné. j'ai une question là-dessus. Enfin, moi j'aime beaucoup Vol au-dessus d'un nid de coucou. J'imagine que Moi c'est le aussi. cas de tout le monde. Ouais. Et certes, elle n'était pas très gentille, mais j'ai pas le souvenir que c'était une psychopathe et qu'elle tuait des gens. Et c'était juste une Non, infirmière très zélée. Oui, Ouais. bon bah là C'est visiblement. très bizarre d'en faire une une Ouais. folle, quoi. Non, enfin, il y a que moi que ça surprend. Bah non, Si, mais en fait, effectivement, j'avais c'est- pas souvenir que le personnage était aussi odieux que ça, mais. Bah, c'est-à-dire que c'est pas la méchante de Misery, par exemple. Ouais, non. On en Oui, est il me loin. semblait pas que c'était physiquement dangereux pour les gens, quoi. C'est-à-dire qu'elle avait des méthodes très contestables. Bien sûr. Mais bon, bah, après, s'ils en font une meurtrière, après, c'est vrai que ça tenait aussi beaucoup à l'actrice. L'actrice incarnait vraiment une froideur incroyable, une espèce de cynisme affiché. Bon, faut voir si. Enfin, j'imagine que Sarah Paulson va essayer de s'inscrire dans cette lignée-là, ou bien si le personnage a vraiment rien à voir, elle va partir sur d'autres chemins. Et là, ce sera définitivement sans moi, Moi, j'ai même peur si elle est très douée. et J'ai que peur Ryan que, comme beaucoup de Murphy est- préquels dans ce style-là, Très en bon gars. fait, le fait de vouloir raconter le passé, d'humaniser le personnage, bah, ça le casse complètement. Parce que justement, ce qui marche aussi, c'est que c'est un peu un robot en fait dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Elle applique des méthodes, comme tu disais, elles sont contestables, mais je suis pas sûr qu'on ait besoin de savoir pourquoi elle fait ça. Justement, ce qui marche, c'est qu'on ne sait pas pourquoi elle fait ça, mais elle est juste comme ça. Là, apprendre que oui, le médecin n'était pas gentil avec elle, ou que voilà, elle a eu la grippe étant petite et qu'elle a dit plus jamais ça. Puis si c'est pour, si C'est un c'est pour peu- avoir je caricature, hein, ce Puis du sera a coup- priori Ouais, non, pas mais ça. c'est pour avoir une série de slashers, on s'en fout, quoi. Et puis, Donc, c'est- et puis sur 2 saisons en plus, ça fait beaucoup quand même pour. Ouais. Je sais pas ce qui compte vraiment raconter, mais ça fait quand même pas mal. S'il y a déjà 2 saisons de commandées Ouais.
Ok. Et Ryan Ouais. Murphy, il Ouais. s'arrête jamais en fait. Non. C'est... Mais même ses séries, ils les arrêtent jamais en Ouais. fait. C'est un peu le Et le souci. problème, c'est qu'il continue American Horror Story qui devient nul. Hein. Enfin, Renouvelé il a eu pour la 3 dernière, saisons ouais, encore, d'ailleurs. voilà. Et puis The Politician qui C'est est quand même trop. pas ouf. Non. Enfin, Non, ça, non. Et il ça a baisse en Crime qualité. Quoi, Story parce et que- la Feud aussi qu'il a continué. Ouais. Il a Il a plein de peut-être trucs aussi. besoin de dormir, cet homme. Hein. Ouais, ouais. Tout simplement. Se Il reposer, aura hein. une autre série sur Netflix cette année en plus, qui s'appelle Hollywood, dont on ne sait pas grand-chose. Et ça a l'air cool. Ouais. Ouais. Ça a l'air mieux. ouais. Ça, pour le sur coup, ça a papier, l'air ça très peut être bien. Moi, j'ai décroché parce que j'ai vu un truc sur le chat. Dès qu'on a cité le film original, il y a quelqu'un qui a écrit Vol au-dessus d'un nid de Kikou. Ah oui, je l'ai vu. Bloc C'est là-dessus. mignon. Ton cerveau a brillé. Et ça change complètement de film. Ça, c'est Excellent. très bien. Là, Tu sais, ça tu marche. passes Non, avec le c'est mec qui fait Kikou. C'est un peu long. On parlait du cinéma qui inspire les séries. Il y a aussi la grande vague des acteurs de cinéma qui viennent vers les séries, à commencer par Al Pacino. Al Pacino. Ce sera sa première série, donc ça s'appelle Hunters. Ce sera Ah. sur Amazon Prime. On n'avait pas encore parlé d'Amazon, mais ils font encore des séries. Et ça se déroule dans les années 70 et ça s'intéresse à des chasseurs de nazis à New York qui découvrent qu'un complot s'est installé pour instaurer un 4e Reich aux États-Unis. Moi, un nouveau je génocide. suis Ça vendu va être là-dessus. bien. C'est bon. Ça va être Sur bien. le pitch. Ça a l'air assez drôle, c'est pas un truc qui se prend totalement au sérieux, donc ça peut être pas mal du tout. Avec lui, il y a Logan Lerman et Ted Mosby, enfin Josh Radnor, Oh, Ted non. Mosby. J'allais dire, il s'appelle Ouais. comme dans. D'accord. Dans un Non, rôle mais très meilleur différent, a retour. priori. Ouais. Donc ouais, Hunters, Al Pacino, bon, sur le papier ça sent assez bon Et et les puis, premières images sont... Surtout qu'il lui peut vraiment faire des caisses. Hein. Pour le coup, si vraiment on lui donne un Ah bah, rôle, il le fait souvent. il va Et- rire comme un Et comme puis un c'est fou. produit par Jordan Peele aussi. Oui, Ouais. Tu dis, Oui, ça oui. peut être hyper grinçant, hyper actuel, au-delà du délire sur les nazis, le 4e Reich. Jordan Peele, réalisateur de Get Out, de Us, et créateur de Twilight, enfin du reboot de la Du quatrième reboot de la dimension. quatrième dimension, ouais. Qui prépare qui produit un remake de Candyman, qui était un film d'horreur qui était très politique sur l'esclavagisme, et qui avait produit aussi Black Klansman de Spike Lee, qui parlait justement des néo-nazis et de la résurgence des néo-nazis aux États-Unis aujourd'hui. Donc c'est peut-être aussi une façon étonnée de le faire. Mais Pacino, il avait fait une mini-série pour. Enfin, il avait participé à une mini-série pour HBO, je crois. oui, oui, Jack. Angels in America. Ouais. Là, disons que c'est son premier rôle régulier dans une série. Ah oui, ouais, oui. Sur alors, plusieurs un des rôles saisons. principaux. Ouais. Ok. Côté cinéma vers les séries, il y a aussi Damien Chazelle. Ouais, ça s'appelle The Eddie. Alors ça fait 2 ans, je pense qu'on en entend parler. Donc Ouais. elle va enfin arriver au printemps. Donc Damien Chazelle, pour rappel, La La Land, First Man, Whiplash. C'est un retour à la musique puisque ça se déroulera dans un club de jazz à Paris. Ça a été tourné à Paris en langue française, anglaise et arabe. Et il y a Tahar Rahim dans l'un des rôles principaux. Il y a aussi Leila Bekti. On ne sait pas grand-chose du pitch. C'est l'histoire probablement d'un club de jazz qui pourrait faire faillite. Et il y a un Américain qui va arriver pour essayer de le sauver. Donc ça reste franco-américain malgré tout. C'est considéré comme une série franco-américaine et pas 100% française. On n'a pas encore vu d'image, donc on a vu des photos, mais pas Ouais. de bande-annonce. Mais a priori, Damien Chazelle, on a envie de lui faire confiance sur le principe. Sur une série qui est basée sur la musique. Ouais, en en plus. plus. Ouais. Voilà, je pense Et en que- plus, avec Tahar Rahim Ouais. dans un des rôles principaux, c'est. Et là, il y avait Ekti quand même. Ouais, Les deux Ouais. ensemble. ouais, non, voilà, le projet. On a appris aujourd'hui qu'elle serait présentée à la Berlinade en mars. Entre le 20 février et le ouais. 1er mars. Voilà. Fin février. Donc ce sera l'exclu là-bas. Donc probablement en avril. En Mais ils France. vont chanter dedans. Chanter, je sais pas. Jouer des instruments, ça c'est sûr. Il y aura sans doute une chanteuse, un personnage Ouais. de chanteuse, mais on ne sait pas qui. Il nous reste 3 séries. Inventing Anna, autre série Netflix. Ouais, ce sera la première série de Netflix produite par Shonda Rhimes. Elle a signé un contrat avec Netflix il y a 1 an à peu près, un énorme contrat. On va enfin en voir la première série. Donc Shonda Rhimes, c'est Grey's Anatomy, Murder et Scandale notamment. C'est une série adaptée d'une histoire vraie qui est complètement dingue. Et en fait, la série est adaptée elle-même d'un article du New York Times qui racontait cette histoire en long et en large. C'est une sorte de Gossip Girl de luxe, centrée sur une certaine Anna Delvey, qui a donc une arnaqueuse qui s'est fait passer pour une riche héritière allemande et qui a escroqué toute la haute société new-yorkaise il y a 2-3 ans. Et dans le rôle principal, j'ai oublié son nom, Julia Garner, que vous avez peut-être vu dans Dans Ozark. voilà, qui lui ressemble pas mal d'ailleurs à la vraie personne. Et puis il y a notamment Laverne Cox de Orange is the New Black aussi dans le casting, Cathy Lowes de Scandale, donc c'est un beau casting féminin. Et on a un peu hâte de voir ce que Shonda Rhimes peut faire sur Netflix avec beaucoup moins de contraintes que sur les grandes chaînes américaines. Est-ce que ça va être trash? Voilà, c'est assez étonnant. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre et ça arrivera probablement avant la fin de l'année, ça c'est sûr, probablement à la rentrée. Je suis pas trop convaincu, moi. J'accroche pas Ah à ouais. ton pitch. Ouais, ça va. Ouais, c'est une histoire assez étonnante et qui est vraie. Donc c'est comme souvent, c'est une histoire qui est
qui a l'air tellement folle et tellement pas crédible sur le papier qu'on a quand même envie de voir ce que ça peut donner en fiction. Et puis l'actrice, c'est une super actrice aussi, Ouais, elle est qui très gagne bien. à être connue, donc ça peut être ce qui va la lancer. Est-ce que ça peut changer sa manière de concevoir la série, d'être sur une plateforme qui propose du binge-watching, où en fait tu proposes toute la saison d'un coup, là où elle est quand même, elle sait teaser l'épisode Oui, suivant. elle est sur très tout forte ce qu'elle a là-dessus. fait. Je trouve que ce serait bien qu'elle garde au moins ça, ce côté où on a envie de voir l'épisode suivant et de les bouffer. Ce qui marche bien sur Netflix finalement, mais en même temps j'ai très peur qu'elle tombe, comme beaucoup, comme Ryan Murphy et d'autres, dans le problème des épisodes beaucoup trop longs. Parce que Netflix, je pense qu'ils veulent les épisodes le plus longs possible pour qu'on reste le plus longtemps possible sur la plateforme. Et les épisodes d'1 heure, d'1h05, 1h10, parfois, il y en a c'est marre. pas justifié Ouais, du non. tout. Et la concernant, je pense qu'on perdrait dans le rythme qu'elle sait justement instaurer dans ses séries habituellement. Donc ça s'appelle Inventigana, courant 2020 sur Netflix. Lovecraft Country. Ouais, on parlait de Jordan Jordan Peele, c'est Peele, ça. il a encore une autre série, il aura aussi la 4e dimension saison 2, donc une grande année pour lui. Ça c'est pour HBO et donc OCS en France. Ça se déroule dans les années 50, au cœur de l'Amérique raciste. C'est une série horrifique donc, qui sera centrée sur 3 personnages noirs qui partent en road trip et qui vont rencontrer des monstres fantastiques et aussi réels. Donc c'est vraiment tout à fait dans l'univers de ce qu'on connaît de lui et de Get Out, de Us. C'est adapté d'un roman sorti il y a quelques années qui avait beaucoup plu et c'est réalisé par un Français, un des rares Français qui a percé à Hollywood, c'est Yann Demange. Donc là aussi, c'est assez intéressant de voir ce qu'il peut faire en série et puis pour HBO, quoi. Et Lovecraft, ça a à voir avec l'écrivain ou c'est juste le Non, livre ça qui s'inspirait un peu de ses écrits hein Ouais, de ses écrits, des monstres qu'il a pu Parce imaginer. que je sais qu'il y a une série anthologique autour de Lovecraft qui est en préparation, Ouais, mais ça n'a rien c'est à autre voir. chose. Non, c'est autre chose. Et on termine par un grand nom du cinéma qu'on n'a pas vu depuis très longtemps derrière une caméra et qui se met aux séries. Michael Mann, donc, qui avait fait Miami Vice, 2 flics à Miami. il y a Qui bien retourne longtemps. aux séries, j'ai dit qui se met aux Oui, séries. qui retourne aux séries avec Tokyo Vice. Il réalise uniquement les épisodes, il n'a pas à créer la série ni scénariser, il est arrivé après, mais c'est assez intéressant sur le papier de le retrouver. C'est donc sur HBO Max, alors on ne sait pas comment on va voir cette série en France pour l'instant, puisque HBO Max n'est pas annoncé en 2020 en France. Peut-être ce sera sur OCS, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Et cette série, donc, elle est avec Ansel Elgort, Nos étoiles contraires, Baby Driver. Et c'est tourné au Japon. C'est l'histoire d'un journaliste américain qui va s'infiltrer dans la police japonaise pour enquêter sur la pègre locale. C'est vraiment tourné au Japon. Je l'ai dit il y a 2 secondes. Et voilà, enfin, c'est assez étonnant. Un univers qui est assez peu exploré dans les séries américaines. La pègre japonaise, bon, ça peut donner un truc intéressant. Et il y a Ken Watanabe aussi. Est-ce que ça s'appelait Tokyo Vice avant que Michael Mann arrive? Oui. C'est adapté d'un livre qui c'est s'appelle vrai comme que ça. Parce qu'ils auraient pu le retitrer juste pour Ah surfer ouais. sur le. Non, pas Mais du en tout. plus, il est très bon pour filmer les villes, Michael Mann. Donc, s'il a vraiment tourné au Japon, il va réussir à en faire quelque chose de très très beau. Ouais. Peut-être Avec, montrer des choses qu'on a jamais vues. et puis avec du grain, Ouais, oui, ouais. des quartiers que tu connais pas. Et Ouais, des images, Los Angeles assez- dans Collatéral, t'as l'impression que c'était pas Los Angeles que tu connaissais de la télé. Donc, c'est très intéressant comme projet. Ansel Elgort en journaliste, je sais pas comme ça sur le principe, je suis pas trop convaincu, mais bon. C'est-à-dire qu'il va aussi faire West Side Story à la même époque. Ouais. Donc, ça va être une bonne fin d'année. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce focus. Alors, je sais que ça manquait un petit peu d'illustration parce qu'en fait, on vous annonce des séries dont on n'a pas beaucoup d'images, mais en tout cas, vous voyez à peu près les séries dont on va parler dans l'année qui vient. Donc, merci beaucoup, Jean-Maxime. Je crois que ça nous donne envie et ça inspire tout le monde. Ouais, Il nous reste juste quelques minutes dans les séries renouvelées. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez particulièrement? Westworld saison 3, dont Ouais. je parlais tout à l'heure, qui arrive mi-mars. C'est très très hâte. Avec Vincent Cassel. Oui, dans un rôle, alors, je l'ai eu en interview, il m'a évidemment rien révélé, il m'a dit que sa fonction dans l'histoire serait assez proche de celle de Anthony Hopkins dans les saisons 1 et 2. Donc c'est peut-être un mec qui tient les ficelles de loin. Mais il est présenté comme le grand méchant de l'histoire. Et il laisse entendre que c'est un mec qui supervise et qui tire les ficelles. En espérant un nouveau monde, qu'on s'éloigne du western enfin pour voir Bah là, autre ça se chose. passe dans le monde réel. Enfin, a priori, ça se passe dans le monde réel. Je sais pas s'ils retourneront dans le parc pour d'autres univers, mais ça devrait être dans le monde réel. Il y a Aaron Paul aussi qui est revenu. Je vois un cœur avec marqué Euphoria. Euphoria saison 2, c'est cette année? En principe. En principe, Ça n'a pas été ouais. annoncé officiellement, mais Parce en que c'est une principe. série assez costaud à tourner quand même, en termes de Oui, ça, de production et de post-production. Oui, post-production, ouais. Je crois qu'ils sont pas encore en tournage. Hein, Non. d'ailleurs. Non. Ouais. Je crois que Ça tant va qu'ils n'ont prendre pas la du temps, BO, je ils pense, commencent pas. Ça doit être ça, ouais. Là, il y a The Boys aussi, saison 2. The Boys saison 2, ouais. En juillet. Succession, Très, très hâte. Succession, saison saison 3. 3, bien sûr. On est beaucoup à attendre. ici. Mandalorian saison 2. Mandalorian saison 2. Fait. Ah oui, ils enchaînent. Ouais, ils enchaînent. Ah, ouais, ils Et enchaînent. la série sur non, c'est l'année prochaine, la série sur Obi-Wan Kenobi. Ouais, Normalement, c'est l'année 2021. prochaine. Ouais, ouais. Ouais, il 2021. tourne, cet été, je crois. D'accord. Et ben voilà un petit peu pour ce focus des séries. L'émission reprendra. Alors, on a fait la semaine dernière un preview cinéma, on a fait un preview série.
L'émission reprendra son cours normal à partir de la semaine prochaine. En tout cas, je voulais vous remercier vraiment pour vos éclairages précieux. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. À suivre sur le stream, le récap. Tout simplement. Bon, j'ai bien la liste. Les zinzins, c'est bon. Jusque-là, tu valides. La Discord, Ouais. le matin, qui maintenant dure 3 heures. Mais ça, c'est demain matin. C'est demain matin. Oui. Voilà, mais parce que les gens vont rester toute la nuit et après vont enchaîner. Et voilà. Et vous retrouvez notre ami Genius à partir de demain matin, 7h, 10h. Ça sera très cool. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez au cinéma, regardez des séries. À plus. Bye bye.